Notre histoire commence avec un gros otaku qui se faisait appeler personne. À cause de ça, il a beaucoup souffert à l'école. Alors, il a décidé d'étudier en pensant que s'il travaillait dur et gagnait beaucoup d'argent, tous ses problèmes finiraient par disparaître de sa vie. Ça aurait peut-être marché, sauf qu'il y avait un problème. C'était vraiment un gros otaku, et pas du tout intelligent. Après avoir fini l'école, la seule opportunité qu'il a eue a été de devenir partenaire d'entraînement, et ce, uniquement parce que la condition pour devenir partenaire d'entraînement était de peser plus de 100 kilos. Peu de temps après, la même situation qu'avant s'est reproduite, il s'est fait battre par les autres membres de la salle de sport. Seul, il pleurait, incapable de comprendre pourquoi tout le monde insistait pour l'intimider. Peu de temps après, le superviseur, Ma Grand-Signe, s'est approché et a demandé à Xiaowu de s'occuper du rapport mensuel. Gêné, il a essayé d'argumenter que son travail était seulement d'être un partenaire d'entraînement. Mais en réponse, le superviseur a contracté ses muscles et l'a regardé d'une manière intimidante. Ainsi, le jeune homme a immédiatement accepté de s'occuper du rapport et de le livrer le plus rapidement possible. Une fois la tâche acceptée, Ma Grand-Signe a rappelé l'employé, mais Xiaowu a détourné le regard. À ce moment-là, les autres membres de l'équipe sont sortis de l'ombre, demandant également de l'aide pour leurs horaires. Face à toutes ces nouvelles demandes, l'expression du jeune homme a complètement changé. Pourtant, il a souri et a accepté de s'occuper de tout pour l'équipe. À minuit, la scène a changé. Assis devant l'ordinateur, il regrettait de ne pas avoir refusé, car il n'aurait même pas une augmentation. Soudain, une douleur aiguë lui a transpercé la poitrine. À ce moment-là, il s'est souvenu de l'avertissement du médecin concernant le risque de mourir s'il ne perdait pas de poids. Désespéré, il a tendu la main sur le côté, essayant d'appeler une ambulance. Bientôt, un message est apparu sur son téléphone informant que le service avait été suspendu faute de paiement. N'ayant plus rien à faire, le jeune homme a simplement accepté qu'il allait mourir là. Avant de mourir, il a décidé qu'il devait changer et ne pouvait plus continuer à vivre ainsi. Après cela, il a déplacé le curseur de la souris pour supprimer le dossier nommé document d'étude. Une fois l'action terminée, il a posé sa tête sur le bureau, enfin en paix avec lui-même. Son dernier souhait était de ne pas être un gros otaku répugnant dans la prochaine vie. Cependant, son doigt a glissé et a accidentellement cliqué sur renvoyer à tous juste avant qu'un nouveau message n'apparaisse. À sa surprise, Ma Grand-Signe a semblé impressionné de voir que le rapport de Xiaowu était déjà terminé. Pendant ce temps, le contenu du dossier d'étude a été révélé. À ce moment-là, toute l'équipe du bureau a réagi avec choc à ce qui est apparu sur l'écran de la salle de réunion. Soudain, ses yeux se sont écarquillés. Juste après, il a rené en tant que bébé et s'est demandé si c'était vraiment un nouveau commencement. 20 000 ans se sont écoulés sur le continent de Kyushu. Puis, une jeune fille lui a tenu le bras en l'appelant par son nom. Avec cela, Tushang Xiaoyu lui a rappelé leur promesse d'explorer le monde ensemble au-delà de la montagne. Elle a ensuite commenté qu'elle s'y était entraînée pendant 20 000 ans sans même se rendre compte que le temps avait passé. Finalement, le jeune homme a affirmé qu'il n'était qu'une personne ordinaire qui ne ferait que causer des problèmes s'il descendait de la montagne. Xiaoyu, cependant, ne pouvait pas comprendre comment une personne ordinaire pouvait soulever une montagne. À ce moment-là, il s'est confirmé qu'il avait vraiment réincarné. Sa nouvelle vie était celle du jeune maître de la secte démoniaque. Pour cette raison, il s'est caché pour s'entraîner car la secte était en déclin et ne pouvait pas le protéger. La fille a seulement souri en pensant à la façon dont cette compagnie l'avait sauvé de l'ennui. Les leçons de sa vie passée l'ont motivé à s'entraîner rigoureusement pendant 2 millénaires. Après tant de temps, cependant, il a finalement réalisé quelque chose en marchant à ses côtés. Soudain, un serpent géant est apparu devant eux, lui faisant comprendre qu'il avait été transporté dans un monde fantastique. Même ainsi, il se voyait toujours comme un véritable Wollingan, mais sans racines spirituelles. Dès que la créature s'est jetée en avant, il a pensé qu'à part sa force physique, il n'avait rien d'autre. En un instant, il a préparé un coup de poing avec un poing serré. Le coup a frappé directement le corps du serpent, libérant une onde de choc massive. Immédiatement après, la force a traversé la créature et a ouvert une clairière dans la forêt. De petits débris ont plu du ciel alors qu'il observait le résultat. Avec cela, le jeune homme a suggéré qu'il mange de la viande de serpent, et la fille a accepté avec enthousiasme. Sa compagne l'a regardé avec admiration, impressionné qu'il ait vaincu un dragon de niveau noyau d'or. Soudain, une voix les a interrompus alors qu'ils se préparaient à couper la viande. À cet instant, un homme sur une épée flottante les a accusés de voler le dragon qu'ils chassaient. L'instructeur Xushunu de l'académie Zoignan a déclaré qu'ils étaient membres de la secte démoniaque. Le jeune homme l'a regardé en retour, son expression a changé. Peu de temps après, il a nié l'accusation, se demandant comment l'homme les avait découverts. Sans une seconde pensée, il s'est incliné jusqu'au sol et a commencé à s'excuser. L'instructeur a observé le couple, sachant qu'il n'était qu'un démon renard et une personne ordinaire sans racines spirituelles. Ainsi, il a décidé qu'il n'était pas nécessaire de gaspiller plus de mots avec eux. Immédiatement après, il a chargé avec son épée en utilisant la deuxième forme de sa technique. Alors que l'arme était lancée vers lui, Wolingen l'a attrapé en plein air, laissant l'instructeur stupéfait. Même en s'inclinant, il s'est excusé d'avoir attrapé l'épée,
laissant Xiaoyu confus quant à la situation. L'adversaire a refusé de le croire car une personne ordinaire ne pourrait jamais arrêter son épée volante. Par conséquent, il s'est tourné vers la fille et l'a accusé d'aider secrètement le jeune homme. Après un moment d'hésitation, son expression a changé. L'homme a alors décidé que tous les deux mourraient pour leur arrogance et a attaqué avec 2 épées. Une fois de plus, Wolingen a attrapé les lames dans les airs, étonnant son adversaire. Bientôt, il s'est incliné à nouveau, demandant à l'instructeur de le tuer, mais de ne pas faire de mal à Xiaoyu. L'instructeur a ensuite invoqué des dizaines d'épées et les a lancées vers la fille. Sans hésitation, le jeune homme s'est placé devant elle alors que les armes approchaient. Avec des mouvements rapides, il s'est précipité parmi les lames pour toutes les intercepter. À la fin, il tenait chaque épée et s'est excusé de les avoir attrapées par instinct. L'adversaire s'est figé, ne sachant pas comment réagir à la situation. Rapidement, son attitude a changé et il s'est excusé en appelant le jeune homme senior et en affirmant qu'il s'agissait d'un malentendu. Puis il a demandé ses épées en retour afin de pouvoir partir immédiatement. À ce moment-là, une attaque lui a effleuré la tête. Une rafale de feu a été lancée vers la forêt, provoquant une explosion massive au loin. Wolingen accepta alors de rendre les armes, incapable de refuser la requête. Sur ce, l'instructeur regarda son propre corps, remarquant les dégâts qu'il avait subis. Le jeune homme se contenta de se retourner et de dire qu'il devait rentrer chez eux pour cuisiner pour son père et les autres. Alors qu'il commençait à s'éloigner, Xiaoyu se tourna vers l'homme pour parler de ce qui s'était passé. Avec une aura sombre, elle le menaça, lui disant de ne surtout pas mentionner cette affaire à qui que ce soit. Terrifié, l'instructeur accepta à plusieurs reprises son ordre. Peu après, le jeune homme l'appela à partir, et elle courut pour le rattraper. Seul, l'homme regarda les deux disparaître au loin, portant le serpent géant. Dès qu'ils furent hors de vue, il s'effondra sur les genoux se demandant qui étaient ces gens. Son expression s'assombrit en pensant que leur bonheur ne durerait pas longtemps. Immédiatement après, il éclata de rire, prévoyant de raconter au vieil ancêtre de l'académie ce qui s'était passé afin que les cultivateurs démoniaques en paient le prix. Ainsi, Shuyu fit remarquer que même si Lingen pouvait vaincre les cultivateurs, il insistait pour se faire passer pour une personne ordinaire. Mais il n'y a être de taille face à un cultivateur, tandis que la jeune fille affirmait que l'homme avait clairement essayé de le tuer. Comme il n'avait pas de racines spirituelles, le jeune homme expliqua que c'était pour cela qu'il entraînait son corps encore plus dur. Alors qu'il marchait, elle remarqua qu'il n'avait pas besoin de s'entraîner aussi intensément tout le temps. Malgré tout, la jeune fille trouvait adorable que son compagnon semble ignorer sa propre force. Bientôt, le paysage changea, révélant les montagnes au loin. Ensuite, le jeune homme porta les morceaux de viande à l'entrée d'une grotte et annonça qu'il allait entrer. Cependant, un panneau à l'entrée avertissait d'une présence démoniaque et de crimes impardonnables. À l'intérieur, un grand chaudron était placé au-dessus du feu. Soudain, un homme imposant émergea des ombres, menaçant de mort quiconque oserait envahir le territoire sexuel démoniaque. Pourtant, impassible, Wolingen sourit simplement et annonça qu'il avait apporté de la viande de serpent. Immédiatement, l'expression du groupe changea complètement alors qu'ils accueillaient le petit visiteur. Derrière les barreaux, tout le monde implorait pour la viande, disant qu'elle sentait merveilleusement bon et qu'ils étaient affamés. Alors le jeune homme expliqua que malgré les apparences, c'étaient des oncles qui se souciaient de lui. Malgré tout, le chef du groupe détourna simplement le visage, insatisfait. À ce moment, Woody, un chef de secte, demanda si le garçon le considérait toujours comme un père plus qu'il ne l'avait pas vu depuis 3 heures. Mais le fils se justifia en disant que la chasse et la préparation de la nourriture l'avaient retardé, bien que son père rétorqua qu'il savait ce qui se passait dehors. Alors l'aîné accusa la jeune fille d'essayer de le convaincre de descendre à nouveau de la montagne, mais le jeune homme le nia. La réponse du chef fut un cri furieux, rejetant absolument la requête. L'explosion laissa à la fois le fils et Xiaoyu choqués. Même scellé depuis 20 millénaires, Woody affirma qu'il se souvenait encore de la ruse du sexe vertueux. Sur ce, il demanda si le garçon voulait que son propre père l'enterre, ce qui fit s'excuser le jeune homme. Cependant, il hésita un instant avant de continuer. Peu après, le patriarche explosa, disant qu'il avait entendu les mêmes excuses pendant 20 000 ans. L'attitude du fils laissa l'homme complètement sans voix. Pourtant, Lincoln déclara qu'il ne souhaitait plus rester dans la forêt, même si cela signifiait être chassé ou tué. Alors les autres membres le traitèrent de naïf, lui rappelant qu'il était le dernier de la famille et que partir serait un suicide. À ce moment, Shou-Yu interrompit la discussion pour révéler qu'ils avaient rencontré un cultivateur vertueux, et elle révéla que son compagnon l'avait vaincu d'un seul coup de poing. Bien qu'il ait essayé de prétendre que ce n'était qu'un malentendu. En entendant cela, Woody se demanda silencieusement si le garçon était vraiment devenu si fort qu'il criait encore que Lingen n'était qu'une personne ordinaire sans racines spirituelles. Ensuite, il demanda comment son fils affronterait des cultivateurs plus forts, laissant la jeune fille inquiète. Ainsi, le père l'avertit de ne pas se croire invincible juste parce qu'il avait vaincu quelques ennemis. Mais le jeune homme répondit qu'il n'avait jamais parlé d'être invincible et qu'il n'était pas intéressé par de telles choses. Son véritable objectif, révéla-t-il, était de briser le sceau et de les secourir, ce qu'il ne pourrait jamais réaliser dans la forêt.
Alors Woody se tourna vers les autres et demanda s'ils avaient dit cela à son fils, mais ils le nièrent tous. À ce moment, le garçon se souvint comment son père, même scellé, avait toujours veillé à le protéger. Maintenant qu'il était grand, il déclara que c'était à son tour de protéger l'aîné. À ce stade, Xueoyu interrompit pour leur rappeler quelque chose qu'ils avaient oublié. Elle expliqua que comme son compagnon n'avait pas d'aura démoniaque, son identité ne serait pas découverte, et les autres acquiescèrent. Malgré tout, Woody refusa d'accepter le risque car toute avancée libérerait son aura et le tuerait. Alors le fils se tourna pour partir, demandant de ne pas être blâmé pour une décision qu'il avait déjà prise. Dès qu'il tourna le dos, il entendit son père crier de s'arrêter. Juste après, un objet fut jeté vers lui. Il l'attrapa en l'air tandis que Xiaoyu jeta également un coup d'œil à l'objet. Ne comprenant pas, le jeune homme demanda ce qu'était l'objet dans ses mains. L'aîné expliqua qu'il s'agissait de la qualification pour l'examen de l'académie à Swanshen, suggérant cela comme première destination. Immédiatement, le groupe s'enthousiasma à la nouvelle puisque l'académie était célèbre pour former des cultivateurs de niveau noyau d'or. Alors que Xiaoyu interrogea la décision, mais Woody fit valoir que l'endroit le plus dangereux était aussi le plus sûr. Sur ce, le jeune homme comprit que là, il trouverait d'innombrables chemins de culture et pourrait en découvrir un pour lui-même. Ensuite, il commença à emballer ses affaires dans un grand paquet. Bientôt, il apparut prêt à partir avec une immense charge annonçant son départ pour l'académie Zhuangqian. Curieuse, la jeune fille demanda comment son père avait obtenu l'objet, mais il refusa de répondre. Alors Woody admit qu'il ne pouvait plus protéger son fils. Par conséquent, l'envoyer à l'académie était la meilleure façon de le maintenir en vie. Alors qu'un jeune homme consultait une carte en secret, le patriarche parla à la jeune fille du mystère entourant le corps de Lingan. Il lui demanda alors, à elle, un renard à 9 queues de niveau presque empereur, de le protéger. Xiaoyu leva la main confirmant qu'elle comprenait la gravité de la situation. Elle demanda alors qui leur apporterait de la nourriture après son départ et celui du garçon. En arrière-plan, tout le groupe se figea en réalisant la situation. Enfin, Woody cria à tout le monde de manger puisque ce serait leur dernier bon repas. Xiaoyu envoya alors ses adieux et lui dit de profiter du moment. Dès qu'elle se tourna, il cria de l'attendre, mais la jeune fille avertit immédiatement qu'elle n'apporterait plus de nourriture. Alors avec une expression sérieuse, le père lui rappela que le monde était au bord de l'effondrement. Juste après, il avertit que le pouvoir caché à l'intérieur de Linden devait se réveiller, car le temps pressait. Pendant ce temps, la scène se déplaça vers l'entrée imposante de l'académie Xuanshan. Là, l'un des instructeurs organisa la file en ordonnant à chacun de maintenir l'ordre et de ne pas couper la file. Les candidats furent également chargés de préparer leurs jetons pour l'examen d'entrée. Portant ses bagages, le jeune Willingen observa l'endroit en espérant ne pas attirer l'attention de qui que ce soit. L'instructeur expliqua que les jetons devaient être insérés dans la gueule d'un lion de pierre pour détecter les espions. Peu après, il appela le premier de la file à s'avancer. Le candidat plaça l'objet dans la statue, qui s'illumina et valida son entrée. L'approbation accordée, le jeune homme les remercia et entra dans l'académie. Ensuite, l'instructeur appela le prochain candidat de la file. À l'arrière-plan, le nouveau participant paniquait, se demandant si son jeton était faux et s'il serait détecté. Soudain, un cri attira l'attention de tous dans la file. L'examinateur annonça qu'un cultivateur démoniaque avait été trouvé tandis que la statue saisissait la main d'un candidat. Un des spectateurs expliqua que le lion de pierre ne lâcherait pas en détectant une anomalie, laissant l'observateur terrifié. L'homme capturé implora la pitié, mais l'instructeur ordonna aux gardes de l'emmener. Juste après, l'examinateur et un autre candidat pointèrent le garçon, lui faisant savoir que c'était son tour. Alors l'instructeur le traita de suspect à cause de son grand sac et lui ordonna d'insérer le jeton. Se répétant pour ne pas faire d'erreur, il s'approcha de la statue de pierre avec une main tremblante. Soudain, les autres candidats sentirent un tremblement parcourir le sol de la cour. Sur ce, le jeune homme plaça sa main à l'intérieur de la gueule du lion de pierre. L'instructeur confirma que le billet d'admission était en ordre alors que la statue brillait. Juste après un soupir de soulagement, les yeux de la créature s'illuminèrent et une énergie rouge commença à émaner. En un instant, la statue se referma sur son bras avec force. La tête du lion se détacha de sa base et resta verrouillée sur son bras. Puis le reste du corps de la statue s'effrita en morceaux, laissant l'examinateur stupéfait. Il resta figé, ne comprenant pas ce qui s'était passé avec la tête toujours coincée sur son bras. Gêné, le jeune homme s'excusa et essaya de réparer les dégâts en ramassant les morceaux sur le sol. Alors l'instructeur l'accusa d'être un cultivateur démoniaque et ordonna son arrestation immédiate. Tout en étant maîtrisé par les gardes, il essaya de faire valoir que le billet était valide. À ce moment, l'examinateur expliqua que le lion attaquait automatiquement dès qu'il sentait une énergie démoniaque. Ce n'est qu'alors que le jeune homme réalisa qu'il avait été contaminé par l'aura démoniaque en vivant parmi les autres. Soudain, la voix de Shawa résonna dans toute la cour, ordonnant à tout le monde de s'arrêter. Alors qu'elle apparaissait, la renarde questionna les actions imprudentes des cultivateurs, tandis que tous les autres se demandaient qui elle était. L'instructeur demanda alors pourquoi un membre d'un clan de monstres s'immisçait dans les affaires de l'académie. Sur ce, la jeune fille attrapa le bras de Lingon et se présenta comme sa gardienne.
La révélation surprit les autres candidats qui murmurèrent que le garçon devait avoir des antécédents importants. Ensuite, Shishowiyu suggéra que l'examinateur vérifie l'origine du billet d'admission. En regardant l'objet par terre, l'homme reconnut qu'il appartenait à la légendaire secte numéro 1 au monde. Elle expliqua ensuite que la secte avait été détruite il y a 20 000 ans et que Lingen était son seul successeur. Un des candidats questionna comment la secte la plus puissante au monde avait pu être détruite. Immédiatement après, il ajouta lui-même que le nom de la secte était littéralement juste ça. Sur ce, on fit valoir qu'il était compréhensible que le billet soit contaminé par une énergie démoniaque. L'instructeur réfléchit que la situation était délicate et devait être gérée avec soin. Malgré tout, il avertit les deux de ne rien faire de suspect et de se comporter correctement. Alors Xiaoyu dit au jeune homme de ne pas être aussi tendu pendant qu'il marchait. Pour que personne ne se méfie, elle lui conseilla d'agir comme d'habitude, et il répéta sa suggestion. Ainsi, la scène s'ouvrit pour révéler l'architecture de l'académie Xuanqian. Bientôt, une foule de nouveaux étudiants se rassembla devant une tour qui les accueillit. D'en haut, l'instructeur de l'académie, Mei Yanli, les observa tous silencieusement. Ensuite, Maître Wang Luong s'approcha pour poser des questions sur les nouveaux étudiants de cette année. L'examinateur commenta qu'il y avait pas mal de candidats prometteurs dans la cour. Parmi eux se trouvaient Bedi du Pic Yuzen et le jeune maître Tishankao de la secte Yuan. Sans perdre de temps, le jeune homme invita la fille à pratiquer la double cultivation avec lui. Mais avec une expression sérieuse, elle lui dit simplement de disparaître de sa vue. Autour d'eux, d'autres murmurèrent que la fille était une super génie, la fille du maître du Pic Yuzen. Malgré tout, Bedi conclut que son père avait raison et qu'aucun des nouveaux venus ne valait son attention. D'en haut, l'instructeur Mei commenta la qualité des étudiants, mais hésita un instant. Il sentit que quelque chose d'étrange s'était mélangé au groupe pendant que Wu Lingen essayait d'agir normalement. Maître Wang rit, pensant qu'il était juste quelqu'un d'impatient de montrer sa force nouvellement acquise. L'examinateur Mei, cependant, doutait qu'avec un comportement aussi tape à accent grave-l'œil, il réussirait le premier test. Juste après, un des assistants se précipita à l'extérieur en hâte. Du sommet de la tour, l'instructeur flotta dans les airs et attira l'attention de tous, les laissant impressionnés. Il se présenta ensuite comme Mei Yanli, le responsable de l'évaluation et annonça le début du test. Il expliqua que seuls ceux qui réussiraient toutes les étapes deviendraient des disciples de l'académie. Alors qu'il observait, Jing Lingen sentit que le visage de cet instructeur lui était familier. Sur ce, l'homme l'interrogea directement, lui demandant pourquoi il le fixait ainsi. Ne sachant que dire, le garçon hésita un instant. Peu après, il pointa un fil lâche et brillant pendant de la robe de l'instructeur. À la remarque, l'examinateur resta silencieux dans les airs pendant un instant. Soudain, il descendit rapidement vers le groupe d'étudiants. Avec un visage effrayant, il félicita le nouveau venu et dit qu'il attendait avec impatience ses résultats. L'instructeur Mei, maintenant figé sur place, essaya de commencer à parler. Puis il gronda une autre personne pour ne pas avoir arrêté l'endroit désigné. Bei observa la scène, ne comprenant pas pourquoi l'examinateur ne pouvait pas voler et comment le nouveau venu avait osé le souligner. Maître Wang commenta que le garçon avait des ennuis pour avoir offensé cet homme. En un instant, l'instructeur se libéra du fil qu'il avait piégé. Puis il expliqua que c'était seulement pour détendre l'atmosphère et annoncer le début de la première phase du test. Will Lincoln se demandait si l'examinateur était fou et s'il était vraiment nécessaire de déchirer ses vêtements pour le test. Deux autres étudiants remarquèrent les muscles forts de l'homme et son aura intimidante. Bientôt, l'un d'eux l'identifia comme le porteur légendaire du corps de sac de frappe sacré. Cette capacité empêchait la cultivation active et l'utilisation de sorts. Au lieu de cela, le corps absorbait les attaques et capturait l'énergie spirituelle, devenant plus fort à chaque coup. Avec lui, l'utilisateur devenait immunisé contre toutes les attaques des adversaires du même niveau. Ainsi, la vue laissa Lingen choqué, se demandant si seuls les masochistes pouvaient devenir des cultivateurs. Puis l'instructeur annonça que chaque candidat devait le frapper avec un coup de poing afin qu'il puisse évaluer son potentiel. Souriant, l'homme pensa qu'en contrôlant le test, il pourrait assurer l'échec du garçon. Il a ensuite pointé Wu Lingen du doigt et lui a ordonné de commencer, mais le jeune homme l'a seulement averti de se préparer car il était assez fort. L'examinateur a ri en disant que même le cultivateur de niveau unique de la NASA ne pourrait pas lui faire de mal. Cependant, au moment où il continuait à se vanter de sa résistance, il a été interrompu. Un coup de poing a frappé son visage en plein milieu avant qu'il ne puisse terminer la phrase. L'onde de choc a traversé l'instructeur et a détruit une partie de l'académie derrière lui. Tous les autres candidats sont restés figés, complètement paralysés par la scène. Pendant ce temps, Maître Wang regardait par la fenêtre, transpirant et incapable de croire ce qu'il voyait. Il a ensuite tourné les yeux vers l'énorme cratère que le coup de poing avait créé, creusant un chemin à travers les montagnes. Avec un visage pâle, il réalisa que tout était fini pour lui. Au milieu des décombres, l'instructeur était assis par terre tandis que de la fumée s'échappait de son corps. Avec les yeux révulsés et de la mousse à la bouche, l'homme avait l'air complètement inconscient. Ne comprenant pas la gravité de la situation, le jeune homme s'est tourné vers les autres et leur a demandé si cela signifiait qu'il avait réussi. En réponse, les autres candidats se sont seulement reculés en silence.
Depuis les toits, un renard a bondi agilement. Étudiant Xiaoyu a observé la scène en remarquant comment Lingen avait déjà attiré l'attention de tout le monde. Dans la foule, l'un des étudiants s'est demandé comment l'examinateur avait été affecté puisque la théorie disait le contraire. Sur ce, Bedi s'est tourné vers le nouveau venu et lui a demandé comment il avait réussi à accomplir un tel exploit. Pendant ce temps, Maître Wang s'est approché de l'instructeur allongé sur le sol. Il a rapidement évalué que la force du coup de poing était presque au niveau d'une âme naissante tardive. Soudain, les yeux de l'homme s'ouvrirent brusquement. En un instant, il s'est relevé du sol. Il s'est alors précipité vers le jeune homme avec une expression étrange. Dès qu'il l'a atteint, il l'a accusé de l'avoir frappé par surprise et au visage, tandis que le jeune homme s'excusait. Alors, l'un des candidats a conclu que le corps sacré n'avait pas résisté parce qu'il avait été pris par surprise. L'examinateur a averti que le test précédent ne comptait pas et qu'il serait disqualifié s'il utilisait à nouveau des astuces. Ensuite, une aura dorée a enveloppé son corps, activant la capacité. L'un des étudiants a reconnu la technique comme le mouvement défensif suprême du corps sacré. L'instructeur s'est alors vanté, disant que même à pleine force, il ne pouvait pas être déplacé. Sans hésitation, le jeune homme a donné un coup de poing direct à son estomac. Le poing s'est enfoncé dans le corps de l'homme, mais il n'a pas bougé de sa place. La foule a commenté avec admiration que l'examinateur n'avait même pas bougé ses jambes à cause de l'impact. Maître Wang, cependant, réalisa que quelque chose n'allait pas avec cette réaction. Peu de temps après, il a été révélé que l'instructeur s'était évanoui debout. Maître Wang est alors intervenu, annonçant que tout le monde avait réussi le premier tour. Le candidat a célébré la nouvelle tout en s'interrogeant sur le niveau de force du jeune homme. Ensuite, un étudiant s'est approché pour se présenter à Wulingen. Il s'est révélé être Zanma, le successeur de la secte Yuan, et a énuméré ses capacités. Sur ce, il décida d'accepter Lingen comme son frère juré, laissant le jeune homme mal à l'aise avec l'idée. En un instant, les autres candidats se sont également approchés, demandant à être ses jeunes frères. Peu de temps après, un garçon s'est présenté comme Tianjin de la secte Tianjin, offrant des informations précises. Avec des excuses, il a admis que bien qu'il ait collecté des données, il n'avait rien sur son nouveau frère. Enfin, Lingen a ressenti un sentiment de familiarité avec son attitude amicale. Alors Tianjin a demandé à quelle secte ou école il appartenait. Gêné, Wulingen a répondu qu'il n'était qu'un cultivateur solitaire. Soudain, la foule s'est écartée pour laisser passer le génie de Yuzenpik. Sur ce, la jeune fille l'a accusé d'aimer l'attention et a promis de lui montrer la différence entre eux. Juste après, la fille s'est retournée et s'est éloignée tandis qu'il la regardait. À l'arrière-plan, une silhouette à capuche suivait la scène au milieu de la foule. Maître de Kwon a alors crié pour que personne ne célèbre trop tôt. Itui a appuyé sur un bouton rouge sur un contrôleur qu'il tenait. Le sol sous les candidats s'est illuminé, et ils se sont tous demandé ce qui se passait. Un léger tremblement, le groupe s'est retrouvé transporté dans un endroit sombre et clos. De l'extérieur, la structure s'est révélée être un cube métallique massif. À l'intérieur du cube, plusieurs créatures robotiques et chevaliers mécanisés sont apparus devant eux. Dès qu'ils ont été transportés, les candidats se sont retrouvés encerclés par des guerriers en armure géante. D'en haut, la scène a révélé à quel point ils étaient petits par rapport aux machines qui les encerclaient. Avec un sourire, Wang Luang s'est présenté comme le maître du pavillon Jixiao et l'examinateur de la deuxième phase. Il a ensuite expliqué que tous les mécanismes de marionnettes dans la chambre avaient été créés par son pavillon. Le test consistait à esquiver les armes cachées qui seraient lancées continuellement contre eux. Bientôt, il a allumé un bâton d'encens et a averti que le défi durerait jusqu'à ce qu'une flamme s'éteigne. Shenji a alors commencé à avertir que les armes tirées par les mécanismes de marionnettes étaient dangereuses. En un instant, les yeux des machines se sont illuminés confirmant qu'elles étaient réelles. Sur ce, les robots ont commencé à tirer des rafales d'énergie sur les candidats. Les étudiants ont couru désespérément pour esquiver les attaques qui ont explosé partout sur le sol. Les machines ont continué à tirer sans arrêt. Beaucoup ont été touchés par les explosions et ont abandonné le test presque immédiatement. De loin, Wang Luong a observé que le garçon du Huon se débrouillait bien. Zhan Mei a activé sa technique et est resté immobile pendant que les faisceaux de lumière se courbaient autour de lui. Avec un sourire, il s'est vanté que personne ne pouvait le frapper par derrière avec cette capacité. Juste après, cependant, un faisceau de lumière l'a frappé en plein dans la poitrine. L'examinateur s'est seulement couvert le visage en faisant semblant de ne pas l'avoir porté malchance. Il a ensuite remarqué que la fille de la secte Yujin se révélait également étonnamment forte. Soudain, l'expression du cultivateur a changé alors qu'elle réalisait quelque chose. Pendant ce temps, Wulingen a enterré l'un des robots dans le sol. Il a rapidement conclu que de cette façon, il ne serait pas touché. L'examinateur a alors crié furieusement que le test portait sur la vitesse et qu'il ne fallait pas le mal interpréter. L'examinateur l'a menacé de disqualification s'il cassait d'autres marionnettes, mais il s'est seulement excusé. Sur ce, le jeune Bedi a fini par se souvenir des conseils de son père. Soudain, l'instructeur Mei a saisi l'appareil, disant qu'il n'était pas nécessaire de gaspiller des mots sur le garçon. Il a ensuite appuyé lui-même sur les boutons afin que le jeune homme ressente toute la puissance des marionnettes.
Les parties des robots ont commencé à se détacher et à fusionner au centre de la pièce. En un instant, ils fusionnent tous en un seul robot géant, surprenant le cultivateur solitaire. Bientôt, Kui-Janji a expliqué que la force de cette fusion dépassait le niveau du noyau doré et a remis en question la difficulté du test. Il a également averti que les armes de la marionnette étaient recouvertes d'un poison mortel. Avec des flèches dans le dos, le jeune homme a seulement dit qu'il se sentait étourdi, tandis que les autres le grondaient. L'examinateur a fait valoir qu'une telle chose pouvait tuer quelqu'un, mais l'instructeur Mei s'en fichait. Souriant, il a demandé s'il voulait vraiment que ce garçon arrogant réussisse le test. La marionnette géante a ensuite tiré une volée d'aiguilles empoisonnées de ses mains. Dans un mouvement rapide, Wu Lingguan a esquivé tous les projectiles avec facilité. Après avoir esquivé, il s'est arrêté et a regardé en arrière comme s'il avait réalisé quelque chose. En regardant à nouveau, il a remarqué que les autres candidats avaient été touchés par les attaques, et il s'est excusé. Irrité, l'instructeur Mei a décidé d'envoyer encore plus de marionnettes après lui en utilisant le dispositif de contrôle. En un instant, le jeune homme s'est retrouvé complètement entouré par les robots géants. Avec une aura d'énergie se formant autour de lui, il s'est préparé à la confrontation. De loin, les instructeurs l'ont averti qu'il serait disqualifié s'il endommageait d'autres marionnettes. Effondré sur le sol, TMJ a promis de brûler de l'encens pour lui, tandis que les autres ont remarqué que le danger avait diminué. La fille de la secte Yujin a seulement observé, pensant que c'était le résultat d'aimer se montrer. Même entouré, le jeune homme est resté immobile à regarder les robots. Avec cela, il a décidé que c'était la seule façon de résoudre la situation. Il a ensuite plié ses genoux et a rassemblé de la force dans ses jambes. Avec un saut puissant, il a foncé vers la marionnette géante et l'a frappé d'un coup écrasant. L'instructeur a regardé sous le choc, incapable de croire qu'il avait réussi à voler alors que la marionnette était détruite. Les autres étudiants se demandaient quel était son niveau puisque voler avec des épées nécessitait le stade du noyau doré. TNGI, tombant sur le sol, a expliqué qu'il n'utilisait pas d'aura spirituelle pour voler. En fait, il utilisait seulement la force de ses propres jambes pour sauter. Les autres candidats ont regardé avec incrédulité la puissance de son corps, tandis que TNG a suggéré qu'il fasse une pause. L'instructeur Mei, cependant, savait qu'il ne pouvait pas rester en l'air longtemps et s'est préparé à attaquer. Immédiatement, plusieurs lances ont été pointées vers l'endroit exact où il atterrirait. Incapable de détruire les marionnettes et risquant de perdre des points, le jeune homme devait trouver une solution. Voyant le cultivateur de la secte Yujin esquiver les attaques, il semblait avoir trouvé la réponse qu'il cherchait. Avec cela, il a atterri précisément sur les pointes des lances sur le sol. En un instant, le jeune homme s'est arrêté juste devant la fille. Juste après, il s'est agenouillé devant elle. Avec un sourire, il a demandé ce qu'elle ferait ensuite. L'approche soudaine l'a laissée stupéfaite, se demandant si c'était le pervers dont son père l'avait averti. Dans un mouvement rapide, le garçon s'est caché derrière elle, tandis que la femme à l'épée s'est défendue. Ainsi, il a continué à utiliser son corps comme un bouclier contre les attaques. Irritée, la cultivatrice a crié pour qu'il s'arrête, mais il s'est seulement excusé, disant que c'était la seule issue qu'il avait trouvée. Sans hésitation, la jeune fille a essayé de le frapper avec sa lame. Avec cela, elle a décidé qu'elle le renverserait d'abord avant toute chose. Attaqué par des projectiles et par son partenaire en même temps, le jeune homme a crié à l'aide quand il a réalisé qu'il était en difficulté. Effondré sur le sol, Tianji a levé le pouce, impressionné par l'habileté de Linglin à esquiver les coups. De loin, l'instructeur Mei a ri en contrôlant les attaques, se demandant comment les deux s'échapperaient. Avec cela, la cultivatrice a regardé les instructeurs et a remarqué que le bâton instantané était presque brûlé. En un instant, une idée lui est venue à l'esprit en observant l'examinateur. Il a ensuite cessé de courir et s'est tourné pour faire face à Badi alors que les flèches volaient vers lui. Juste après, il a rempli ses poumons d'une profonde inspiration. Les instructeurs ont regardé la scène, ne sachant pas s'il se préparait à mourir. Alors qu'il expirait, une énorme rafale de vent a créé un vortex qui a repoussé tout le monde, la force de l'explosion a traîné les autres candidats à travers le sol de l'arène. Même ainsi, l'instructeur Mei a tenu fermement le contrôleur, croyant que ce n'était rien de plus qu'un bluff. Le vent était si fort qu'il a même soulevé leurs cheveux. L'examinateur l'a averti de ne pas penser qu'il réussirait le test, mais le jeune homme a demandé à faire une pause un instant. Avec cela, il a souligné que le bâton d'encens du test était déjà complètement brûlé. L'examinateur Wang a réalisé que la respiration avait accéléré la combustion et s'est demandé ce qui n'allait pas avec le corps du garçon. Xiangji a alors crié que le chef Lingguan avait en fait un but plus profond derrière son action. Avec cela, la rafale a déchiré les vêtements de plusieurs candidats alors qu'il expliquait que le chef essayait d'obtenir des avantages pour tout le monde. Le visage de la femme à l'épée est devenu complètement rouge face à la situation. Juste après, le disciple de la secte Yujin s'est enfui, avertissant que cela ne se terminerait pas là, tandis que le jeune homme se demandait ce qu'il avait fait de mal. Il a ensuite regardé les autres participants qui étaient blessés et saignaient. Une voix en arrière-plan a commenté que cela faisait de nombreuses années qu'un fraîchement aussi intéressant n'était pas apparu. Soudain, le directeur de l'académie Xuanqian, Yu Tangxing, est apparu, louant l'évaluation animée et vibrante de cette année. Ainsi,
les étudiants se sont demandé si c'était vraiment un directeur, commentant qu'il n'avait pas l'air digne de confiance avec sa perruque qui tombait. Puis TNG les a grondés, révélant qu'il s'agissait du légendaire Shura à la flamme rouge du Tang-Sing. Il a ensuite raconté l'histoire de la façon dont le chef avait massacré d'innombrables cultivateurs démoniaques et teint ses cheveux avec leur sang. Même ainsi, les autres candidats ne semblaient pas très impressionnés par le conte. L'un d'eux a ensuite demandé pourquoi ses cheveux roux étaient faux si la légende était vraie. Le directeur s'est tourné vers le garçon et lui a demandé quel était son nom, et il a répondu que c'était Wu Lingen. Du haut d'un toit, Xiaoyu a observé la scène. Inquiète, la jeune fille se demandait pourquoi le directeur était apparu si soudainement et comment elle allait réparer le fait que Lingen l'avait offensé. Avec cela, elle l'a contacté mentalement, et le garçon a entendu son appel. Elle lui a ensuite ordonné de remettre la perruque sur la tête du chef avant qu'il ne le remarque. L'instructeur Mei a essayé de s'excuser au nom du garçon, implorant la clémence de son supérieur. Le directeur, cependant, a rétorqué, remettant en question le manque de compétences de l'instructeur lui-même. Pendant ce temps, la perruque a continué de glisser de la tête de l'aîné. En un instant, le jeune homme s'est préparé à agir. Avec un mouvement rapide, il a sauté et a replacé la perruque sur la tête du directeur. L'aîné a été impressionné par la vitesse du mouvement, qui est presque passé inaperçu. Souriant, le cultivateur a dit qu'il avait seulement ramassé quelque chose que le directeur avait laissé tomber et qu'il n'était pas nécessaire de le remercier. L'instructeur Mei a essayé d'attirer l'attention de Yu pour l'avertir. Soudain, le directeur est apparu avec plusieurs fléchettes coincées dans la tête. « Cours au toit !» cria Xiaoyu désespérément, lui disant de différencier la perruque des armes cachées. L'instructeur Mei attrapa le garçon par le cou, l'accusant d'avoir attaqué l'aîné, mais il s'excusa, disant qu'il avait fait une erreur. Le chef, cependant, se demanda s'il pensait vraiment que de si petites choses pouvaient lui faire du mal. L'instructeur Mei pointa le sang qui coulait, mais le supérieur insista sur le fait que cela faisait partie du test. Le garçon sembla impressionné, mais Xiaoyu réalisa que le directeur faisait semblant d'être courageux. Alors le jeune homme proposa de retirer l'arme coincée dans sa tête. Dès que la fléchette fut retirée, un liquide noir jaillit de la blessure. Le chef s'effondra alors sur le sol, révélant que ses jambes étaient poilues. L'instructeur Mag courut et l'attrapa avant qu'il ne touche le sol. Les autres étudiants commentèrent qu'il ressemblait à un vieil homme arrogant et qu'il avait les jambes poilues. L'examinateur Wang annonça alors que tous les étudiants restants avaient réussi la deuxième phase et que le prochain test aurait lieu le lendemain. Alors que les instructeurs portaient le directeur vers la salle d'alchimie, les autres ne firent qu'observer la scène. Un des candidats remarqua que même s'ils avaient réussi l'évaluation, quelque chose semblait étrange. Soudain, l'un d'eux se souvint de quelque chose d'important alors qu'il se retrouvait entouré de marionnettes. Tout le monde cria en même temps en demandant à Maître Wang pourquoi il n'avait pas désactivé les marionnettes mécaniques. À distance, l'instructeur Mei observa le chaos dans la cour tandis que Lingen restait en sécurité. Caché, l'instructeur Xiao Shengguo pensa qu'il ne s'attendait pas à ce que le garçon se livre si facilement. Plus tard, les étudiants se lamentèrent d'avoir failli être tués par des projectiles pendant le test. Ainsi, la scène se déplaça vers les dortoirs des étudiants la nuit. Là, Xiaoyu le trouva en train de s'entraîner et lui demanda pourquoi il ne se reposait pas, mais le garçon dit qu'il devait réussir le test. Elle convint alors que la prochaine évaluation était cruciale pour obtenir plus de ressources de formation. Malgré tout, la jeune fille lui rappela qu'il était également important d'équilibrer le travail et le repos. Sur ce, elle proposa de l'aider à débloquer ses méridiens, mais son expression le rendit méfiant. La fille ne fit que le féliciter d'être ambitieux et se rapprocha de lui. Soudain, elle trébucha sur une pierre près de la porte. D'un mouvement rapide, le cultivateur l'attrapa et lui dit de faire attention. Pour elle-même, Xiaoyu se réjouit que son plan ait parfaitement fonctionné. Dehors, Bedi resta debout près d'un mur. Sur ce, elle se promit qu'elle ferait payer à Wu Lingen ce qui s'était passé. Soudain, un bruit la surprit. Immédiatement, elle se tourna vers le son, qui venait de sa chambre. Son expression changea alors qu'elle essayait de comprendre la scène. À travers la fenêtre, la fille vit la silhouette de Wu Lingen et se demanda ce qu'il faisait là. Ainsi, elle essaya de se convaincre que c'était une erreur puisque le garçon venait à peine d'arriver à l'académie. Sur ce, elle décida de se calmer pour pouvoir observer la scène plus clairement. En regardant à nouveau, la silhouette, la fenêtre sembla confirmer ses soupçons. En réalité, il ne faisait que s'entraîner avec sa corde à sauter, que ses oncles avaient heureusement retrouvé. Pendant ce temps, Xiaoyu regretta d'avoir renversé le vin de farine rouge utilisé pour soigner les blessures. Elle s'accroupit ensuite avec un chiffon pour commencer à nettoyer la flaque sur le sol. Alors qu'elle marchait sur le liquide, la jeune fille glissa et tomba soudainement. Dehors, Bédé se prépara à entrer par effraction dans la pièce, déterminé à sauver la fille. Soudain, une silhouette effrayante apparut à la fenêtre, la faisant hurler de terreur. Elle se couvrit rapidement le visage, croyant qu'il était déjà trop tard pour faire quoi que ce soit. À l'intérieur de la pièce, le cultivateur demanda à Xiaoyu si elle allait bien, mais elle dit seulement qu'elle était tombée. Sur ce, elle déplora que ses vêtements étaient tachés d'un liquide rouge. La scène le laissa troublé, le faisant détourner les yeux.
Il proposa alors de l'aider à trouver des vêtements propres et se tourna vers la garde-robe. Soudain, la porte de la pièce fut ouverte d'un coup de pied avec une grande force. L'épée à la main, Betty le traita d'assassin démoniaque et lui ordonna de se rendre. À ce moment-là, la scène montra le jeune homme tendant une serviette à Xiaoyu, qui était agenouillé sur le sol. En entrant, la fille l'accusa de profaner le corps, tandis que l'autre se demanda comment elle était devenue un cadavre. Le jeune homme ne pouvait pas comprendre pourquoi il était traité d'assassin démoniaque. Il demanda alors si elle avait découvert son identité, mais la réponse fut niée immédiatement. Même avec sa tentative d'explication, Betty refusa d'écouter et se prépara à frapper. Elle activa rapidement sa technique d'épée et une aura d'énergie se forma autour d'elle. La jeune femme lança alors son attaque des 10 000 épées. Sans autre option, il décida qu'il devrait l'offenser afin de se défendre. Sur ce, il se déplaça à grande vitesse, esquivant les lames d'énergie. La rapidité de son mouvement le laissa surpris pendant un instant. Bédienne l'avertit de ne pas penser que c'était tout ce qu'elle avait. Elle prépara alors sa frappe d'épée céleste perçante. Un faisceau d'énergie massif fut tiré dans sa direction. Pour se défendre, il contre-attaqua avec un coup de poing direct. Son adversaire ne pouvait pas croire qu'il avait brisé sa minuscule épée en utilisant seulement son corps. Soudain, elle sentit une présence apparaître juste derrière elle. En un instant, elle fut frappée à l'arrière du cou avec une frappe de paume destinée à effacer sa mémoire. Sur ce, elle s'effondra sur le sol complètement inconsciente alors que son épée roulait de côté. Assis sur le sol, le cultivateur s'excusa en expliquant que c'était la seule option pour éviter de révéler son identité. Ainsi, la technique consistait à infuser de la puissance dans la paume et à la diriger vers le cerveau de l'adversaire. En conséquence, la frappe la laissa complètement étourdie sur le sol. Peu de temps après, il dit qu'il devait la ramener rapidement avant que quiconque ne les trouve là. Il porta alors la fille sur ses épaules hors de la pièce. Sous le clair de lune, il courut à travers les toits de l'académie avec elle. Alors qu'il avançait, il cherchait le bon endroit où il aurait dû la laisser. Soudain, la blessée à l'épée commença à se réveiller, se demandant ce qui n'allait pas chez elle. Sans hésitation, il la frappa à nouveau avec la même technique pour effacer sa mémoire. Avec un soupir, il pensa qu'il avait failli être démasqué. Malgré tout, quelque chose continuait de le troubler. Alors qu'il la portait dans les rues de l'académie, il se demanda où vivait réellement cette femme. À cause de cela, la situation le laissa complètement perdu, ne sachant pas quoi faire ensuite. Caché, elle et G observaient la scène, essayant de comprendre quel genre de relation existait entre le chef Lingon et Betty. Bien qu'il ait poussé la porte d'une des pièces, il l'ouvrit bientôt complètement. Après cela, le jeune homme l'a allongée sur le lit. Comme la pièce semblait inoccupée, il a supposé qu'elle y séjournait. Mais soudain, la jeune femme commença à se réveiller en se demandant ce qui se passait. Cependant, sans hésitation, il la frappa à nouveau avec une technique d'effacement de mémoire. Alors qu'elle s'évanouissait, l'étranger s'excusa de ne pas pouvoir révéler son identité. Vesky commença à s'inquiéter de savoir si l'utilisation répétée de la technique pouvait avoir brouillé sa mémoire. Même s'il se sentait coupable, il savait qu'il valait mieux ça que de voir sa famille exterminée. En regardant autour de lui, il fut surpris par le désordre dans la chambre de la jeune femme. Peu après, il remarqua les empreintes de pas qu'il avait laissées sur le sol. Par conséquent, déterminé à ne laisser aucune trace, il attrapa une serpillière pour nettoyer l'endroit. De plus, pendant le nettoyage, il décida qu'il pourrait aussi bien ranger le désordre dans sa chambre. Mais ensuite, la scène s'est déplacée vers un kiosque au milieu d'une forêt la nuit. À ce moment-là, une silhouette encapuchonnée ordonna à quiconque se cachait là de s'arrêter. Dès que le jeune Xiao Shingo a émergé, l'étranger l'a félicité pour être si bien caché. Juste après, la silhouette se vanta que rien ne pouvait échapper à ses yeux. Sur ce, le jeune homme expliqua qu'il avait besoin de son aide pour gérer un nouvel étudiant. L'homme à capuche, cependant, demanda pourquoi il devrait l'aider. En retour, l'instructeur promit son soutien total et le choix du prochain chef de famille. Peu après, la silhouette se leva et demanda l'identité de la cible, et une demande fut satisfaite, Willingen. En entendant le nom, l'homme se souvint du garçon arrogant de l'examen. Ensuite, l'instructeur proposa de truquer la loterie afin qu'il puisse tuer le jeune homme accidentellement. Celui à capuche, cependant, accepta le plan, mais lui rappela de ne pas oublier sa promesse. Alors que la silhouette se tournait pour partir, le jeune maître Xiao le rappela. Peu après, il demanda de l'aide pour une autre affaire. Car dans l'eau, un serpent aquatique géant s'était enroulé autour de sa jambe, le retenant fermement. Désespéré, il supplia d'être sauvé en premier, ce qui laissa son allié incrédule face à la situation. Sans autre choix, l'homme décida d'intervenir. D'un mouvement rapide, il dégaina son arme et frappa la créature avec une frappe énergétique. Peu après, il courut et sauta, terminant l'attaque par une puissante frappe. Ainsi, la bête vaincue, la silhouette à capuche annonça que c'était fini. Mais soudain, Xiao Shunu tomba du ciel, criant parmi les arbres. En un instant, l'homme l'attrapa dans ses bras avant qu'il ne touche le sol. Finalement, l'instructeur loua la force du génie de la famille Shao, mais le jeune homme lui demanda seulement de descendre. Sur ce, la silhouette le laissa tomber la tête la première dans l'eau et s'éloigna. Peu après,
L'esprit du maître Dan apparut et celui à capuche avertit que Woolingen n'était pas si simple. Alors le maître acquiesça, admettant que la puissance que le garçon avait montrée serait difficile même pour lui à son apogée. Malgré cela, l'homme se vanta, affirmant que personne dans ce monde ne pouvait le vaincre. Il révéla alors qu'il était un voyageur temporel nommé Xiaoyuo. Car dans sa vie d'origine, il n'était qu'un étudiant ordinaire sur Blue Star. Après un accident de la circulation, il a fini par transmigrer dans le monde de la cultivation. Peu après, il devint un jeune maître apparemment insignifiant de la famille Xiao. Un jour, alors qu'il s'occupait du bétail, il trébucha et tomba dans le fumier. À cet instant, il trouva l'anneau qui abritait le maître Dan commençant son voyage de puissance. Avec cette histoire de protagoniste, il se sentait confiant que chaque adversaire n'était qu'un tremplin sur son chemin. De plus, Kuo-Wu déclara que même sans ressentiment, le destin de Woolingen était d'être vaincu par lui. Pendant ce temps, ailleurs, le jeune homme éternua soudainement, sans comprendre pourquoi. Après avoir terminé son nettoyage, il décida que la pièce était assez rangée et qu'il était temps de partir. Sur ce, il ouvrit la porte en bois. Après avoir dit au revoir, il partit tandis que Betty continuait à dormir. Debout devant sa propre chambre, le voyageur remarqua quelque chose d'étrange. Dès qu'il entra, il réalisa que quelqu'un avait été dans sa chambre. Peu après, il trouva Betty allongée inconscient dans son lit. Pendant un moment, il resta là à regarder la jeune fille endormie. Mais en un instant, il paniqua en réalisant qu'un cultivateur était entré par effraction dans sa chambre. Alors qu'il s'approchait du lit, Shuimo regarda Betty se retourner dans son sommeil. Bientôt, la renommée de la jeune femme en tant que déesse de la nouvelle génération lui vint à l'esprit, et il l'admira même pendant qu'elle dormait. Alors le jeune homme se réprimanda, se rappelant que ce n'était pas le moment de se distraire. Avec une nouvelle posture, il se tourna vers l'un des meubles de la pièce. Ainsi, il commença à analyser la situation, se demandant pourquoi une fille rangerait sa chambre et s'allongerait dans son lit. Par conséquent, une seule conclusion émergea dans son esprit. Elle doit certainement l'aimer. Le souvenir des bandes dessinées de sa vie passée lui fit croire qu'en tant que protagoniste, son destin était d'avoir une héroïne amoureuse de lui. Alors qu'il regardait la jeune fille endormie, il se demanda si Betty pouvait être son héroïne destinée. Peu après, son expression changea alors qu'il remarqua que malgré tout, la jeune fille ne s'était toujours pas réveillée. À ce moment-là, le maître Dan apparut et révéla que sa conscience était endommagée, ce qui l'empêchait de se réveiller. Ainsi, elle montra à Yoyo qu'elle supposait que Betty avait dépensé tellement d'énergie à nettoyer sa chambre qu'elle s'était évanouie, ce qui amena le maître Dan à le gronder. Sans se soucier, le jeune homme se pencha sur le lit, confiant qu'il pourrait aider en utilisant les connaissances de premiers secours de sa vie passée. Il se positionna ensuite devant le lit et se prépara à commencer la procédure. À cet instant, la jeune fille allongée la laissa échapper un léger murmure. Lentement, ses yeux s'ouvrirent et elle demanda ce qui arrivait à son corps. À ce moment précis, le jeune maître se pencha sur elle avec ses lèvres prêtes pour un baiser. Soudain, un grand fracas fit se retourner Woolingen, surpris par le bruit provenant de la pièce. Immédiatement après, Betty ouvrit la porte d'un coup de pied en partant, l'avertissant de ne plus jamais apparaître devant elle. Assis sur le sol, Xuao se demanda pourquoi il avait été attaqué si elle avait des sentiments pour lui, ce qui amena le maître Dan à suggérer qu'il pourrait trop réfléchir. Ainsi, le jeune homme conclut que les femmes de ce monde étaient naturellement réservées et qu'un baiser avait été bien trop direct. Le maître Dan demanda alors comment il pouvait être si sûr que Betty l'aimait et n'était pas simplement entré dans la mauvaise pièce par erreur. Avec un visage tuméfié, le protagoniste répondit que la raison était simple. Il était un protagoniste né. Dehors, la jeune femme traversait seule la cour en essayant de comprendre comment elle avait fini dans le lit de quelqu'un d'autre. Avec ça, un souvenir fit surface dans son esprit, montrant le moment où elle avait confronté Woolingen et entendu l'accusation qu'il était un cultivateur démoniaque. Petit à petit, un souvenir devint plus clair, et elle commença enfin à comprendre ce qui s'était passé. Dans sa mémoire, elle accusait Woolingen d'être un cultivateur qui utilisait des corps pour renforcer sa cultivation. Par conséquent, Bébé réalisa qu'elle avait découvert un énorme secret et que la personne dans la pièce était probablement le complice de Woolingen. Avec un sourire déterminé, elle jura qu'elle trouverait la preuve qu'un voleur s'était infiltré dans l'académie Zhuangqian. À cet instant, sa voix résonna dans la nuit, criant le nom de Woolingen comme une promesse de vengeance. Le cri réveilla deux étudiants qui reconnurent la voix de Betty et se demandèrent ce qui avait pu se passer entre elle et Woolingen. Le lendemain, sur la scène de présentation, tous les étudiants étaient déjà réunis pour l'évaluation. Pendant qu'ils attendaient, certains commencèrent à se plaindre que l'évaluation n'avait pas encore commencé et qu'aucun instructeur n'était apparu. Au loin, Woolingen continuait son entraînement intense, déterminé à se dépasser encore plus. Dès que Shuxiang Xiaoyu essaya de le calmer au sujet du test, il répondit qu'il ne pouvait pas se permettre de se détendre. Au milieu de la foule, Betty observait la scène et critiquait Woolingen pour continuer à se montrer. D'autres étudiants remarquèrent sa réaction, se souvenant que Betty avait crié le nom de Woolingen la nuit précédente et se demandaient ce qui s'était passé. Avec un sourire, Qianji s'approcha et laissa entendre qu'aucun d'eux ne connaissait la véritable histoire derrière l'événement. Peu de temps après,
il commença à expliquer que la relation entre les deux est plus profonde, se préparant à raconter ce qu'il avait vu la nuit précédente. Avant qu'il ne puisse continuer, cependant, une lame fut pressée contre son cou, coupant court au commérage. Immédiatement après, Xiao Yuo apparut par derrière et le menaça de ne pas calomnier Bedi, faisant acquiescer le garçon immédiatement. L'avertissement donné, il s'éloigna, laissant Qianji s'effondrer sur le sol. La foule commenta la réaction soudaine, supposant qu'il n'était qu'un grand admirateur de Bedi. Ignorant les commentaires, Xiao Yuo se confirma quelle était son épreuve poignante destinée, tandis que Maître Dan ne fit qu'observer sa confiance. Soudain, un cri autoritaire exigeant le silence résonna dans toute la zone de présentation. Avec l'arrivée de Mao Rangxing, tous les étudiants, y compris Wu Lingan, se tournèrent vers la scène. Peu de temps après, les instructeurs, Meng Yanli, Yu Tangxing et Wang Luong montèrent sur scène, et la troisième évaluation fut annoncée. Mais Yanli expliqua que ce tour serait un véritable test de combat, où la performance déterminerait à quelle classe chaque étudiant serait assigné. Après cela, il les informa que le directeur Yu Tamxing évaluerait personnellement l'ensemble du processus. À côté de Wu Lingen, Shuxiang Xiaoyu commenta que le directeur semblait avoir changé de perruque, mais elle fut rapidement grondée de se taire. Le directeur sembla remarquer le murmure, mais confirma seulement qu'il avait compris les instructions. Puis l'un des instructeurs appuya sur un bouton et annonça que le troisième tour serait un test de combat dans lequel les candidats tireraient leur numéro. Avec ça, les étudiants s'alignèrent devant une machine en forme de pingouin pour obtenir leur numéro. Wu Lingan regarda les autres s'approcher en attendant son tour dans la file d'attente. Quand son moment arriva, il plaça sa main à l'intérieur de l'ouverture de la machine pour récupérer un numéro. Voyant la chance parfaite, Mei Yanli profita de l'occasion pour lancer un morceau de papier métallique vers le garçon. Ne comprenant pas ce qui venait de se passer, il baissa les yeux sur sa main. Dans sa paume, le papier avec le numéro 38 était déchiré et collé à un morceau de métal pointu. De loin, Mei Yanli observa la scène avec un sourire satisfait. Peu de temps après, il se tourna vers Xiao Yuo et confirma qu'il avait réussi à faire choisir aux cibles le numéro manipulé. L'instructeur se vanta de son talent, mais fut interrompu par une toux sanglante, et le jeune homme à capuche lui conseilla d'arrêter de parler. Puis Xiao Yuo montra son propre numéro, 36, et se demanda si le plan avait échoué puisqu'il n'était pas dans le même groupe que le garçon. Avec la supériorité aérienne, celui à capuche répondit qu'il n'avait pas compris la vraie stratégie. Maggie Hanley expliqua que Wu Lingen semblait avoir quelques techniques de cultivation, alors il préférait mettre quelqu'un d'autre pour tester ses capacités en premier. À ce moment, le jeune homme remarqua une grande ombre approcher et se tourna pour faire face à son adversaire. Un homme géant avec le numéro 37 apparut devant lui et lui conseilla d'abandonner, le traitant de faible. Dans la foule, Tianjin et d'autres étudiants furent surpris par le premier adversaire de Lingen, commentant qu'il ne semblait pas être quelqu'un de facile à affronter. Bientôt, Tianjin révéla que l'adversaire était Wang Tishu, un assassin notoire connu pour ne jamais laisser de témoins. Debout devant Wu Lingen, l'homme révéla qu'il avait observé ses deux évaluations précédentes. Avec dédain, il le qualifia de déchet ne comptant que sur un peu de force naturelle. Wang Tizu se vanta ensuite d'être au sommet du raffinement clé et gifla le garçon au visage, provoquant la fureur de Tuchansho. Tout en essayant de calmer son ami, Wu Lingdon fit face en silence à son adversaire. Voyant la réaction, Wang Tieshu se moqua de lui demandant s'il voulait commencer à se battre tout de suite. Au milieu de la tension, la foule s'agita, s'attendant à ce que le nouveau venu réagisse enfin à la provocation. À la surprise générale, il s'excusa simplement, déclarant que sa racine spirituelle était trop pauvre, tandis que ceux autour de lui tombèrent par terre, incrédules. Tuchang Xiaoyu le gronda d'être si poli avec un adversaire, mais il répondit simplement que ce qui avait été dit était vrai. Ainsi, Wang Tizu se rapprocha et lui ordonna de s'agenouiller s'il voulait que sa vie soit épargnée. Wu Lingan le fixa en silence pendant un moment avant de commencer à parler. À cet instant, il déclara que même faible, il avait des raisons qui le poussaient à continuer à se battre. L'assassin le prévint alors de se préparer à la défaite dans l'arène et se tourna pour partir. Alors qu'il s'éloignait, Shuxiang Xiaoyu loua l'attitude de Wu Lingan, bien qu'il la regardât en arrière, confus. Au loin, Wang Tishu pressa Ma Yanli pour que l'accord lui permette d'entrer dans la classe supérieure s'il tuait le garçon. Souriant, l'assassin s'éloigna, promettant de faire comprendre au nouveau venu son vrai pouvoir. Ma Yanli commenta seulement qu'il espérait que Wu Lingan ne serait pas éliminé dès le premier tour. Peu de temps après, Ma Rangxing annonça la fin de la loterie et convoqua le fraîchement du premier match dans l'arène. Le premier à être annoncé fut le numéro 1 Bedi au grand plaisir du public. Ensuite, le numéro 2, Zanma entra dans l'arène et proposa immédiatement une cultivation duale, irritant la foule. Alors que tout le monde lui lançait des objets, Zanmei esquiva avec confiance, avertissant que les attaques par derrière ne fonctionnaient pas sur lui. Quelques instants plus tard, il fut frappé carrément sur la tête, brisant complètement son sang-froid. La nourriture fut déviée, mais finit par frapper l'instructeur, mais Rangxing, le laissant couvert de nourriture pendant que Zanma s'excusait. De loin, Shuyo et Mei Yanli se contentèrent de regarder le chaos se dérouler dans l'arène.
Avec un regard sérieux, le jeune homme à capuche déclara qu'il se souviendrait du nom de Zanma pour avoir convoité la femme qui était la sienne. Meyan-li se demanda comment il s'était rapproché si rapidement, ce à quoi le mystérieux jeune homme répondit que c'était l'effet de l'aura de son protagoniste. Pour mettre fin à la agitation, le directeur Yutang Shintusai ordonna que le match commence immédiatement. Ainsi, l'instructeur libéra Zhang Ma, toujours couvert des restes de nourriture de la foule. Debout de l'autre côté de l'arène, Betty commenta seulement que c'était exactement ce qu'elle voulait. Par conséquent, Zhang Mei déclara qu'il montrerait ses vraies capacités pour enfin la conquérir. Puis il se prépara à exécuter l'une de ses techniques les plus puissantes. Utilisant le clone d'ombre, il créa de multiples copies de lui-même qui se répandirent dans toute l'arène. Xingji expliqua que la technique créait des clones avec des mouvements rapides, mais Wu Lingguang ne sembla pas impressionné. Entourant son adversaire, les clones la narguaient, disant qu'elle ne le vaincrait jamais sans trouver le vrai corps. Betty observa seulement en silence pendant un moment, et soudain tous les clones disparurent, ne laissant que Zhang dans les jambes au milieu de l'arène. Avec un mouvement rapide, la jeune femme envoya un coup de pied précis à son adversaire, qui demanda si elle pensait qu'il était un idiot. À cet instant, il s'est tordu de douleur et l'a accusé d'utiliser une attaque méprisable et basse. Souriant, le jeune homme a commencé à révéler que tout n'était pas ce qu'il semblait être. Peu après, Zhang Mei a montré une plaque de métal protectrice, expliquant que puisqu'il avait déjà harcelé d'autres personnes, il était déjà préparé à ce genre d'attaque. Déclarant que sa gentillesse avait été rejetée, il a décidé qu'il ne serait plus miséricordieux et a commencé à rassembler de l'énergie dans ses mains. Dès que la sphère d'énergie a été lancée vers Betty, il a dû esquiver ses attaques de clone rapide. Dans la foule, Wu Lingguang se demandait pourquoi il n'avait pas tiré la sphère Kai directement pour frapper. Sur ce, Qianji a expliqué que le niveau d'un cultivateur déterminait la distance et la puissance du Q, et que le simple fait de le condenser était déjà un exploit impressionnant. En entendant l'explication, Lin a réfléchi à la force réelle de son père et de Tu Shang Xiaoyu. Dans l'arène, Betty a réussi à esquiver tous les coups et a demandé si c'était tout ce qu'il avait à montrer. D'un geste de la main, Zhang Mei a déclaré que cette farce devait prendre fin. La prévenant de ne pas le sous-estimer, il s'est préparé à rediriger l'attaque contre elle. Rapidement, il a sauté en arrière pour gagner de la distance. Avec un sourire victorieux, il s'est vanté de sa maîtrise de la sphère Kai. Finalement, il a proclamé que sa capacité surpassait son imagination et a lancé l'attaque directement. Grâce à son agilité, elle a réussi à esquiver son attaque. La cultivatrice s'est calmée et a commencé à éviter les sphères d'énergie avec des mouvements rapides. Les instructeurs ont commenté la capacité unique de Yuan à manipuler l'énergie spirituelle libérée à l'extérieur du corps. Un des étudiants a expliqué à Wu Lingguang que la technique utilisait des fils d'énergie pour contrôler des attaques plus importantes, ce qui l'a impressionné. De retour dans l'arène, Betty a fait face à la sphère d'énergie qui approchait avec un regard déterminé. Puis elle a tiré son épée, irritée d'être forcée de l'utiliser contre un adversaire aussi méprisable. D'un seul mouvement, elle a déclaré une honte et a coupé la sphère d'énergie en deux. L'impact d'un coup de sabre a surgi en ligne droite et a frappé son adversaire directement. Soudain, la plaque de métal protectrice de Zhang Mei s'est brisée, le laissant complètement choqué. Quelques instants plus tard, il est tombé à genoux, impressionné qu'elle ait détruit son attaque et encore plus convaincu qu'elle était la bonne femme pour lui. Avec l'impact, le jeune homme s'est évanoui et s'est effondré sur le sol de l'arène, vaincu. Wu Lingguang a observé la scène, confus quant à la façon dont l'énergie était contrôlée. L'instructeur Merangxing a alors annoncé que Zhang Ma avait perdu sa capacité à se battre et a déclaré Bei du vainqueur. Alors que la foule célébrait la victoire du Pic Yuzen, l'épéiste est resté immobile au centre de l'arène. À côté de Tu Shang Xiaoyu, le jeune homme s'est demandé si c'était vraiment comme ça les batailles entre cultivateurs. Soudain, une fille est apparue tenant une énorme cuisse de poulet. En entendant le bruit, Lingguang s'est tourné pour voir ce qui s'était passé. La fille aux cheveux roses a alors reconnu Betty, exprimant son admiration pour la cultivatrice numéro 1 de la nouvelle génération. Peu après, elle a commenté qu'elle souhaitait aussi être aussi forte un jour. La nouvelle venue s'est approchée de Wu Lingguang, qui a été surpris par sa taille. Sans le vouloir, elle a heurté deux Shang Xiaoyu, qui ont été choqués par l'impact. À cet instant, le renard a supposé que c'était le genre de choses que Lingguang aimait. La fille aux cheveux roses a remarqué le regard du garçon et a déduit qu'il avait envie de manger. Voyant la réaction de tout le monde, elle a offert la viande et a demandé s'il ne désirait pas autre chose. Bien qu'il se réprimande, Wu Lingguang a admis qu'il avait faim à cause de l'entraînement et a accepté le morceau de viande. Tu Shang Xiaoyu a paniqué, ne sachant pas quoi faire en réalisant qu'il voulait vraiment la nourriture. Ainsi, elle ne pouvait pas croire qu'un étranger avait compris les désirs de Lingguang mieux qu'elle. Pendant ce temps, l'instructeur a ordonné que Zhang le soit retiré de l'arène afin que les prochains candidats puissent se préparer. La bouche pleine, Wu Lingguang a demandé le nom de la fille qui avait nourri Smiling. Elle s'est présentée comme Moon Chan, une étudiante qui était entrée à l'académie l'année précédente. Tu Xiang Xiaoyu l'a interrogée sur le fait d'être une aînée, mais la jeune femme a répondu que ce n'était pas exactement comme ça tout en se cachant derrière la viande. Peu après,
Moon-chan a expliqué qu'elle avait en fait redoublé à cause de ses mauvaises notes et qu'elle était venue passer l'examen de placement. Tout en mangeant, elle a révélé qu'elle pourrait être expulsée si ses résultats étaient mauvais, ce qui a fait remarquer à Woolingen qu'elle ne semblait pas très nerveuse à ce sujet. Peu de temps après, TNG s'est approché pour partager des informations qu'il pourrait ne pas connaître. Il a révélé que l'aîné Moron venait d'une célèbre famille d'alchimistes, répandue dans les 9 provinces. Par conséquent, il a expliqué qu'elle avait développé une technique qui transformait les ingrédients alchimiques en nourriture sans perdre leurs effets. En entendant cela, Woolingen a réalisé que la viande qu'il venait de manger était en fait une pilule spirituelle. À ce moment, il s'est senti embarrassé d'avoir consommé quelque chose de si précieux, mais Muron-chan l'a rassuré. Elle a expliqué qu'elle ne supportait tout simplement pas de voir quelqu'un avoir faim. Sa gentillesse a laissé Woolingen et Tuchan-Chouyu sans voix. Ému, il l'a appelé un ange, tandis que le renard à ses côtés a grommelé que ce n'était pas si grave. Soudain, une foule d'admirateurs a couru devant eux, ouvrant le chemin au jeune maître. À ce moment, B s'est approché pour un regard concentré, ignorant l'agitation autour d'elle. Sans hésitation, Maron-chan a couru vers elle et avec admiration a demandé un autographe. Pendant qu'elle attendait avec impatience, Bédi l'a seulement regardé froidement, laissant Woolingen et son gardien en silence. La numéro 1 a refusé la demande, mais lui a conseillé d'être prudente dans le choix de ses amis. Elle s'est ensuite tournée vers Woolingen et a promis qu'elle découvrirait la vérité sur ce qu'il avait fait la nuit précédente. Alors qu'elle s'éloignait, la foule a commencé à spéculer si ce que Tianji avait dit à propos de leur relation était vrai. À cause de cela, Maron-chan a demandé s'il était vraiment proche de Bédi, mais le garçon a répondu qu'il la connaissait seulement. Ignorant la réponse, elle lui a tenu la main et lui a demandé de les présenter car elle voulait devenir aussi forte que l'aîné. Soudain, la voix de l'instructeur Maran-sing a résonné, appelant le nom de Maran-chan 2 fois. Depuis la scène, il l'a grondé pour ne pas avoir écouté et lui a dit de se dépêcher au match. Alors qu'elle courait, la fille a demandé à Woolingen de ne pas oublier de transmettre son message, et il a accepté d'essayer. Sur ce, Tuchang Xiaoyu lui a conseillé de rester loin d'elle, mais il a répondu qu'il pensait qu'elle était une bonne personne. Il a ensuite réfléchi que quelqu'un qui se souciait autant d'un étranger ne pouvait pas être une mauvaise personne. Sur scène, l'instructeur lui a rappelé que c'était sa dernière chance de repasser l'examen. La fille a alors pris une profonde inspiration pour se préparer au combat. Avec un regard déterminé, elle s'est dit qu'elle devait gagner au moins une bataille pour rester. Puis la pensée de devoir retourner dans un endroit sombre l'a terrifiée. L'instructeur a alors annoncé le prochain match et a appelé le numéro 36 à monter sur scène. En réponse à l'appel, une silhouette encapuchonnée a commencé à marcher vers la plateforme de présentation. Meron-chan a regardé son adversaire s'approcher, et son expression est passée à une surprise totale. Alors qu'il baissait la capuche, Shuovalu a révélé son visage avec un sourire et a annoncé qu'il arrivait. Avec les deux côtés en position, l'instructeur s'est préparé à commencer le match. Pendant ce temps, les deux adversaires se regardent avec des expressions sérieuses, prêts pour la bataille. Dans les sièges supérieurs, Yu Tangxin et Wang Luong se demandaient comment la jeune femme d'une famille marron avait fini dans le test des étudiants de première année. Bientôt, le jeune homme sévère a expliqué qu'elle avait échoué à presque toutes les évaluations, même au test d'alchimie, et devrait probablement redoubler l'année. Avec ça, les deux ont conclu que si la senior ne gagnait aucun match, il devrait peut-être la renvoyer dans sa famille. Ensuite, Tianji a dit à Woolingen que même si elle pouvait préparer de puissants aliments médicinaux, la fille n'avait aucune compétence de combat. Au centre de l'arène, l'instructeur s'est de nouveau positionné pour donner le signal. Puis, avec un bond en arrière, il a annoncé que le match avait commencé. Les poings serrés, Maron Harris s'est ressaisie, elle ne pouvait pas se permettre de perdre quoi qu'il arrive. D'un autre côté, son adversaire a fait remarquer qu'il ne s'attendait pas à combattre une fille aussi mignonne. Juste après, le jeune homme s'est imaginé qu'il gagnerait facilement grâce à sa vaste expérience. Encore plus confiant, il a imaginé qu'après le combat, elle et Bédi seraient impressionnés par sa force et rejoindraient son harem. À ce moment-là, la fille a chargé en criant et a lancé un coup de poing direct. Son poing a frappé directement le visage du jeune homme, le prenant au dépourvu. Avec l'impact, il a été projeté en arrière tandis que son adversaire ne lui laissait aucun répit, se rapprochant pour une autre attaque. Ensuite, Woolingen s'est demandé pourquoi cet idiot restait là à sourire, tandis que Tuchang Xiaoyu a suggéré qu'il devait penser à quelque chose d'heureux. Dans son esprit, Maître Dan le réprimandait pour sa rêverie, mais le combattant insistait sur le fait qu'il gagnerait parce qu'il était le protagoniste. De retour dans le combat, la senior Merong a chargé et a lancé un autre coup de poing direct au visage de son rival. À la dernière seconde, il a réussi à saisir son poing, interrompant l'attaque. Avec le coup bloqué, le jeune homme a averti que le même mouvement ne fonctionnerait pas sur lui une deuxième fois. Juste après, il l'a jeté par-dessus son épaule, la lançant de l'autre côté de l'arène. La jeune femme a atterri durement sur le sol alors que son adversaire commençait à se relever pour son prochain mouvement. Malgré tout, avec sa garde levée, elle s'est préparée à charger à nouveau. Avec ça, le jeune homme a utilisé sa vitesse, affirmant que le combat au corps à corps ordinaire ne l'atteindrait jamais. Dans le public,
Woolingen a crié des mots d'encouragement à la senior, aux grandes dames de Tuchan Chouyu. Haletante, la jeune femme semblait à court d'énergie pour continuer le combat. Malgré tout, refusant de perdre, elle a sorti 2 énormes cuisses de viande déterminées à ne pas abandonner. À la surprise de son rival, la fille a commencé à dévorer la nourriture là, au milieu de l'arène. Ensuite, Qianji a expliqué que la combattante utilisait de la nourriture spirituelle pour augmenter sa puissance de combat, faisant réaliser à Woolingen que ce n'était pas la fin. Peu de temps après, il a révélé que la nourriture était en fait de vraies pilules et qu'en manger autant à la fois pouvait avoir de graves conséquences. Soudain, l'énergie accumulée a explosé dans une lumière vive qui a aveuglé le jeune homme pendant un instant. Immédiatement après, Meuron Harris est apparu avec ses vêtements déchirés mais entouré d'une aura de puissance. Dans le public, Woolingen et Tuchan Xiaoyu se demandaient si ce qu'ils voyaient était une explosion de son corps ou simplement de ses vêtements. Avec un saignement de nez, le jeune homme a laissé échapper un rire moqueur. Il a ensuite déclaré que même avec un effort de dernière minute, une senior ne serait pas capable de le vaincre, seulement être grondée pour essuyer son nez d'abord. Ignorant une remarque, la fille a répondu qu'elle devait essayer même si cela semblait impossible. Avec un cri, elle a chargé son adversaire, brisant le sol de l'arène en avançant. L'attaque a déferlé vers le combattant qui s'est préparé à l'impact, tandis que Maître Dan l'a averti que sa force avait dépassé le stade du raffinement clé, il a répondu qu'il le savait déjà. Ensuite, le combattant a déclaré que le combat n'était pas encore terminé et s'est préparé à frapper à nouveau. Avec ça, le jeune homme a annoncé qu'il allait aussi commencer à se battre sérieusement. Son poing s'est alors heurté à l'épée qu'il utilisait pour se défendre. La force de l'impact l'a surpris, le laissant stupéfait pendant un moment. Puis le coup de poing a brisé sa garde et l'a frappé directement. Woolingen a été impressionné par la puissance de la senior, mais Tuchan Xiaoyu a remarqué qu'elle ne faisait que forcer son corps à ses limites. Peu de temps après, l'observateur a expliqué qu'avec ce niveau d'intensité, la jeune femme ne durerait pas plus de quelques minutes. Au milieu de l'arène en ruine, Harris respirait fortement, déjà épuisée par la bataille. Avec de la sueur coulant sur son visage, elle s'est demandé à voix haute si elle avait réussi à gagner. Sur la plateforme d'observation, l'instructeur a demandé si le jeune homme avait été battu à mort, mais le directeur Yu Shengxing l'a rassuré. Avec un regard sérieux, le directeur a affirmé que la bataille n'était pas encore terminée. Au milieu de la fumée, la silhouette d'une épée est apparue, et l'adversaire a été surpris d'avoir été poussé à ses limites par une fille du coin. Avec un visage tuméfié, il s'est levé et a décidé qu'il était temps de montrer sa vraie force. Avec son épée sur son épaule, le jeune homme a déclaré qu'il devait montrer sa vraie force. Puis, avec son visage blessé, il a averti que cette fois, il ne se retiendrait pas. Avec ça, le combattant a chargé rapidement, promettant de ne pas ménager son adversaire. Meuron Harris a été surprise par sa vitesse alors qu'il se déplaçait en cercle autour d'elle. Alors que le combattant bondissait au-dessus de l'arène, Woolingen a crié pour qu'elle regarde en haut, la faisant réagir. Bientôt, une attaque d'en haut a frappé le sol avec force, brisant le sol de l'arène. Juste à temps, la fille a réussi à bondir en arrière et à éviter le coup. Avec un lotus d'énergie bleue s'épanouissant dans sa main, le rival a déclaré qu'elle ne pourrait pas s'échapper. Puis il a lancé la technique du lotus de feu du cœur bleu directement sur la jeune femme. L'énergie a éclaté en flammes bleues engloutissant la combattante et détruisant une partie de l'arène. Dans les tribunes, Woolingen et Tuchan Xiaoyu ont regardé la scène en silence, incapables de réagir. Au milieu des flammes, la fille a crié alors que ses vêtements étaient brûlés par l'énergie. Aussitôt, Tuchan Chouyu a couvert les yeux de Woolingen pour qu'il ne voie pas, tandis que le public réagissait à la frappe. Les instructeurs ont reconnu la flamme du lotus bleu et ont conclu que le match semblait déjà décidé. Debout dans la fumée, le jeune homme a regardé son adversaire et a demandé ce qui n'allait pas. Avec un sourire, le combattant s'est moqué de savoir si elle refusait toujours d'abandonner, tandis que la fille le regardait avec détermination. Sans répondre, Harris a sorti une bouteille et a bu son contenu d'un seul trait. Aussitôt, une aura ardente a explosé autour d'elle alors que la bouteille se brisait sur le sol. La réaction inattendue a laissé le jeune homme complètement choqué. Puis la combattante a chargé en criant, libérant une vague d'énergie qui a envoyé voler Déborah. La jeune femme a déchaîné une rafale de coups de poing rapides contre son épée, le forçant à lutter pour les bloquer. En regardant cette scène, l'un des instructeurs s'est demandé si la fille était devenue folle. Quelques instants plus tard, Woolingen s'est demandé si son aura s'était intensifiée à cause d'une percée, mais Tuchan Xiaoyu a nié la possibilité. La renarde a ensuite expliqué que la senior poussait ses limites avec encore plus de pilules. Avec ça, Tuchan Xiaoyu a conclu qu'à ce moment-là, la fille brûlait littéralement sa propre force vitale. Même blessée, la combattante a continué son assaut, criant sans cesse qu'elle ne pouvait pas perdre. Voyant son entêtement, le jeune homme a averti qu'il ne se retiendrait plus. Avec un nouveau mouvement, il l'a piégée à l'intérieur d'un lotus bleu géant qui a explosé et l'a envoyé voler. Dès qu'elle a atterri, la combattante s'est préparée à terminer la bataille. Voyant le danger, l'instructeur Madransing a crié pour que le match soit arrêté immédiatement. Ignorant l'avertissement, le jeune homme a déchaîné son attaque du tourbillon de lotus bleu sur Harris.
L'instructeur a crié à nouveau pour arrêter le match déclarant qu'il était déjà terminé. Avec un regard de panique, Mei Ranxing s'est rendu compte qu'il était trop tard pour intervenir. Allongée sur le sol, la jeune fille se demandait si c'était vraiment la fin pour elle. Bientôt, un souvenir a refait surface, montrant un parent détruisant sa nourriture et la réprimandant pour avoir déshonoré la famille avec des recettes inutiles. Dans sa mémoire, la jeune femme a demandé pourquoi la famille Muron ne pouvait pas se libérer des chaînes de l'alchimie puisque sa nourriture avait le même effet que les pilules. La seule réponse qu'elle a reçue fut une gifle, on lui a dit que cuisiner était une honte pour le nom de famille. Avec cela, ses proches ont décidé de l'envoyer à l'Exo-Ancien Academy, prévoyant d'organiser un mariage pour elle si elle échouait. Puis, un des membres de la famille l'a expulsée, la traitant d'inutile et de honte pour le clan. Le souvenir s'est terminé avec la jeune fille effondrée sur le sol en pleurant alors qu'elle serrait les poings. Avec un regard déterminé, elle a juré de prouver que la nourriture qu'elle préparait était aussi bonne que n'importe quelle pilule. De retour dans le présent, de l'énergie l'enveloppait, la combattante se demandait si quelque chose pouvait vraiment changer. À la dernière seconde, l'attaque énergétique a été stoppée avant de la frapper. Soudain, Wu Lingyan est apparu devant la jeune fille, bloquant le coup final. Avec une expression sérieuse, il a regardé le rival et a déclaré qu'il ne pouvait pas permettre qu'elle soit blessée parce que Sémir Muron était une bonne personne. Lorsqu'on lui a demandé s'il essayait de l'arrêter, le jeune homme a juré qu'il le ferait. L'intention était de la blesser. Avec un sourire, le combattant l'a traité de courageux pour avoir osé le défier. Soudain, l'instructeur Mei Ranxing a sauté entre les deux et a ordonné à tout le monde de quitter l'arène, déclarant un match terminé. Ensuite, l'examinateur a pointé du doigt le jeune homme blessé et l'a déclaré vainqueur de la bataille. Avec la rotation de son arme, le jeune homme s'est préparé à quitter l'arène. Avant de partir, il a averti que l'autre devait gagner son prochain match, sinon il n'aurait pas la chance de l'affronter personnellement. Ne comprenant pas la menace, Wu Lingyan a répondu qu'il ferait de son mieux pour passer le premier tour. Sur ce, Tushang Xiaoyu l'a grondé pour être si calme face à une menace claire, mais il n'a pas compris ce qui s'était passé. À ce moment, Harris a commencé à tousser, si affaibli par le combat. Alors que Wu Lingyan la soutenait et lui demandait si elle allait bien, la jeune femme l'a remercié de l'avoir sauvée. Avec une expression triste, elle a déploré qu'elle n'ait pas été capable de gagner un seul tour, même après avoir tout donné. Puis, la jeune fille a commencé à pleurer de frustration. Soudain, elle a vomi, et Wu Lingyan, alarmé, a demandé d'aller chercher rapidement des pilules de guérison. Alors qu'il la tenait dans ses bras, il a essayé de la réconforter, mais la combattante a insisté sur le fait qu'elle allait bien. Peu après, elle a expliqué qu'elle avait simplement trop mangé, ce qui a fait que Xuxiang Xiaoyu s'est plaint de cette vue dégoûtante. Avec gentillesse, Wu Lingyan a offert d'aider l'aîné Muron à se reposer, et elle l'a remercié. Avant qu'il ne puisse partir, l'instructeur Mei Ranxing l'a interrompu et a demandé où le garçon pensait aller. Juste après, il l'a informé que c'était maintenant son tour de se battre dans l'arène. Sur ce, l'examinateur a révélé que son adversaire était Wang Tishu, qui l'a regardé avec un sourire méprisant. Wu Lingyan a ensuite demandé à Xuxiang Xiaoyu d'escorter Harris hors de la scène, et la jeune femme lui a souhaité bonne chance. Alors qu'elle la soutenait, le renard grommelait contre ses pensées d'avoir à s'occuper de cette femme stupide. Immédiatement, Mei Ranxing a ordonné aux deux camps de se préparer au combat. Dans l'arène, Wu Lingyan a fait face à son adversaire qui attendait de l'autre côté. Avec moquerie, Wang Tizu a déclaré qu'il semblait qu'il avait abandonné sa dernière chance de survivre. En réponse, le garçon s'est contenté de le regarder en silence, sans montrer aucune réaction. Avec un bond, l'instructeur a reculé et a officiellement annoncé le début du match. Frappant le sol avec son arme, le rival a déclaré que si tel était le cas, il devrait le tuer. Dans le public, tout le monde s'inquiétait de la puissance du combattant, mais Tushang Xiaoyu les a rassurés, déclarant qu'il ne connaissait pas la force de Lingyan. Avec une confiance totale, elle a déclaré qu'aucune attaque ne serait capable de le faire tomber. Dans l'arène, Wang Tishu s'est contenté d'observer son ennemi, se préparant pour la frappe finale. Ne comprenant pas la posture de son adversaire, Wu Lingyan s'est demandé quel genre de mouvement c'était. Soudain, Wang Tishu a crié et a libéré une aura sombre qui a déchiré ses vêtements de haut en bas. Puis une lumière vive a explosé devant Wu Lingyan qui a observé la scène en silence. Son adversaire est apparu portant des sous-vêtements roses et a exécuté sa danse du pilier de fer. L'impact visuel a fait saigner instantanément le jeune homme du nez. Dans les tribunes, plusieurs spectateurs se sont également effondrés en arrière, saignant également. Dégoûté, Tiange a expliqué que le mouvement causait une telle nausée que les gens ne pouvaient pas rester debout. L'instructeur Yuan Luon a commenté qu'utiliser une frappe visuellement agressive était une honte pour l'académie. Sur ce, le directeur Yu Shangxin l'a corrigé, affirmant que l'effet visuel n'était qu'une distraction. Il a ensuite demandé s'il n'avait pas remarqué que quelque chose n'allait pas avec tout le monde dans les tribunes. Agenouillé et serrant son estomac, Wu Lingyan se sentait nauséeux et pouvait à peine rester debout. Saisissant l'occasion, Wang Tizu a bondi avec son arme et a crié pour qu'il meure. Le pilier a frappé le sol avec force, soulevant un nuage de poussière et de débris. Même affaibli, Wu Lingyan a réussi à sauter et à esquiver la frappe. Avec un grognement,
Wang Tiju s'est préparé à attaquer à nouveau, ne laissant aucune chance de s'échapper. Avec un mouvement de rotation, le rival a exécuté sa danse du tourbillon du pilier de fer autour de Wu Lingan. Dans le public, les spectateurs ne pouvaient plus supporter la scène, se couvrant les yeux et vomissant de nausée. À côté de Tushang Xiaoyu, Harris a soudainement semblé comprendre ce qui se passait. Elle a ensuite expliqué que le comportement dégoûtant n'était qu'une distraction pour la véritable astuce, la fumée toxique libérée par le pilier de fer. Avec un sourire victorieux, Wang Tiju s'est vanté que toute l'arène était déjà remplie de ces vapeurs empoisonnées. Ainsi, ressentant les effets du poison, le jeune homme s'est couvert la bouche, luttant pour résister. Pendant ce temps, Wu Shang Xiaoyu l'a accusé d'être méprisable pour avoir secrètement utilisé du poison. En réponse, l'assassin a déclaré que dans une étape de vie ou de mort, tous les moyens étaient justes. De loin, Mei Yanli regardait avec satisfaction, louant la performance du combattant engagé. À ses côtés, Shu Yu a commenté qu'il avait failli tomber dans le piège, mais l'instructeur l'a corrigé en disant qu'il l'avait effectivement fait. Peu après, Wang Tiju s'est avancé avec un cri et a exigé que son adversaire meure dans l'agonie. Cependant, paralysé par le poison, le garçon se demandait ce qui se passait alors que son corps ne bougeait pas et que sa tête était lancinante de douleur. Progressivement, son expression s'est transformée en panique alors qu'il réalisait la gravité de la situation. Voyant son rival lutter, l'assassin s'est moqué de lui pour avoir encore essayé de se battre sans même utiliser 10% de sa force. Il s'est ensuite approché pour le coup final, promettant de mettre fin rapidement à ses souffrances. Sur ce, le pilier a frappé directement le visage du garçon, le forçant à reculer avec des blessures tandis que l'ennemi le regardait avec dédain. Juste après, il s'est lancé dans la danse frénétique du pilier de fer, assénant une séquence brutale de coups. Le barrage de coups a martelé le corps sans pause, et le garçon n'a pu qu'endurer les impacts. Dans les tribunes, Maron Chan a crié pour qu'il arrête de se battre, tandis que TNG s'inquiétait de la défaite imminente. Désespéré, le renard a supplié les instructeurs d'arrêter immédiatement le match. Cependant, Madrang Xing a répondu qu'il ne pouvait pas arrêter le combat puisque le garçon avait encore la capacité de se défendre. Malgré l'ordre, les frappes incessantes ont continué à frapper son corps. De loin, elle observait et se demandait si c'était toute la force qu'il avait, déçue par ce qu'elle voyait. Son adversaire déjà affaibli, Wang Tiju se préparait pour le coup final. Peu après, le pilier atteignit directement sa cible, projetant du sang dans toute l'arène. La scène choqua tout le public, et même l'assassin lui-même fut surpris par le résultat. Malgré tout, le jeune homme réussit à attraper le pilier de fer avec ses mains, stoppant l'attaque. Ne comprenant pas, l'ennemi demanda pourquoi il résistait encore avec le peu de force qu'il lui restait. Blessé, le garçon expliqua que, comme il avait si peu d'énergie, il devait mettre tout ce qu'il avait dans un seul coup de poing. Avec un sourire méprisant, le rival demanda s'il croyait vraiment qu'un coup de poing aussi faible pouvait lui faire mal. À cet instant, le poing frappa le côté de Wang Tiju. Immédiatement, son expression se transforma en choc en sentant l'impact. Soudain, une vague d'énergie jaillit de son corps, et il hurla alors que les dégâts se répandaient. La force du coup de poing se propagea dans l'arène en cercle d'énergie, partant du point d'impact. L'explosion était si forte qu'on pouvait la voir depuis les tribunes, laissant tous les spectateurs stupéfaits. Le corps meurtri, Wang Tiju regarda le jeune combattant, incapable de croire ce qui s'était passé. Finalement, avec un dernier souffle, l'assassin s'effondra sur le sol de l'arène, complètement vaincu. Debout, couvert de blessures, Wu Lingen déclara simplement qu'il avait gagné le combat. Allongé sur le sol, Wang Tiju murmura que la défaite était impossible. Puis il demanda comment son adversaire avait réussi à le vaincre si facilement, même empoisonné. Wu Lingen se contenta de se détourner sans donner de réponse directe. Avec un regard sérieux, le jeune homme révéla que c'était le pouvoir qu'il possédait même dans un état affaibli. Ne comprenant pas, l'homme vaincu le traita de monstre, choqué par la révélation. Bientôt, l'instructeur Madrang Xing annonça que le gagnant de la manche était Wu Lingen. Avec un sourire discret, le jeune homme célébra sa victoire. Après cela, les instructeurs décidèrent de disperser la brume empoisonnée laissée dans l'arène. Avec cela, Wang Luon libéra un appareil qui survola le champ de bataille. L'artefact répandit un antidote qui ressemblait à de la pluie, guérissant tous ceux qui étaient affectés par le poison. En sentant la pluie, Wu Lingen réalisa que sa force avait été restaurée. À ce moment, Maran Chan courut vers lui et le félicita pour sa victoire. Avec une accolade, elle le félicita d'être encore plus puissant qu'elle ne l'avait imaginé. La scène attisa la fureur de Tushang Xiaoyu, qui s'avança vers les deux avec un regard menaçant. Pendant que le jeune homme était embrassé, le renard se rapprochait de plus en plus, prêt à intervenir. Avec un cri, Tushang Xiaoyu se plaça entre eux et avertit Maran Chan de ne pas s'approcher autant de Lingen. La jeune fille essaya de se justifier, mais le renard l'accusa d'être intéressé par son corps. De loin, Huo se plaint que ce devrait être lui entouré de belles filles, et Mei Yanli se demanda pourquoi il pensait de cette façon. Bientôt, l'instructeur admit que la force du gagnant avait effectivement dépassé ses attentes. Alors Mei Yanli demanda à Xiao Yuo s'il était certain de pouvoir gérer cet adversaire. Avec une aura de confiance,
le jeune homme répondit que le mot perdre n'existait pas dans son dictionnaire. À ce moment, Xiao Shunu apparut par derrière et lui infligea une amende de 500 pierres spirituelles pour avoir mis le feu à l'académie. Agacé, le jeune homme contesta la pénalité, mais Mei Yanli le retint pour qu'il n'agisse pas imprudemment. À voix basse, il prévint que cet homme était le responsable de la discipline de l'académie et aussi l'oncle du directeur. Chao Shenhuo se contenta d'observer la scène avec une expression sérieuse et intimidante. Avec cela, Mei Yanli souligna que le directeur observait l'agitation de loin. À contre-cœur, Xiao Yuo accepta de payer l'amende et remit un sac de pierres spirituelles. Immédiatement, il reçut une autre punition, cette fois de 1000 pierres pour avoir attaqué malicieusement un membre du personnel de l'académie. Pendant que Mao Yamli essayait de le calmer, le jeune homme cria de rage mais finit par accepter de payer. Dès que les deux furent partis, il s'agenouilla sur le sol et jura qu'il ferait payer au directeur et à un vieil homme le double de ce qu'ils avaient fait. Tombant au sol, sa colère bouillant, Xiao Yuo jeta un dernier regard vers Wu Lingen, comme pour lui reprocher ses frustrations également. Soudain, Wu Lingen frissonna, sentant un froid lui parcourir l'échine. Il murmura entre ses dents que l'air était devenu étrange, laissant de Sheng Xiaoyu intrigué. Peu après, Tianji le félicita d'avoir vaincu un assassin 5 étoiles, mais Wu Lingyan répondit sérieusement que le combat n'avait pas été aussi simple qu'il y paraissait. Avec un sourire espiègle, l'informateur révéla que la bataille lui avait valu des informations précieuses qu'il pourrait vendre à bon prix sur le marché noir. À ce moment, l'instructeur Ma Grandxin appela TNG, lui rappelant que sa participation au premier tour était toujours en suspens. Surpris, le garçon réalisa que c'était son tour de combattre. Avec des pas fermes et prudents, il monta sur l'arène pour affronter son adversaire. De l'autre côté, Yu Jaxu attendait silencieusement, un jeune homme aux cheveux roux et au regard calme. Dans les sièges supérieurs, le directeur Yu Zhengxing confirma à Wang Luong que le garçon était bien son petit-fils inutile. Il expliqua ensuite que, comme le jeune homme refusait d'apprendre les techniques de la famille, il n'avait d'autre choix que de l'envoyer à l'académie. Dans les tribunes, la révélation suscita des murmures parmi les étudiants qui commentaient l'identité du concurrent. Alors que le groupe de Wu Lingen se montrait inquiet, Tianji resta calme et déclara que son chef le sous-estimait. Son livre à la main, il déclara que, même sans grande compétence de combat, l'intelligence pouvait compenser la différence de force. Face à Yu Jiaxui, il révéla qu'il possédait déjà beaucoup d'informations sur lui, puisqu'il était le petit-fils du directeur. Avec confiance, il déclara qu'en utilisant les techniques secrètes de la secte Tianjin, il ne tomberait jamais sans combattre. Dès que l'instructeur annonça le début du match, les deux croisèrent leurs regards intensément. Bientôt, Tianjin activa sa technique divine, et un œil céleste s'ouvrit sur son front. Tushang Xiaoyu, surprise, expliqua que c'était une capacité secrète de la secte Tianjin maîtrisée par seulement quelques-uns capables de voir l'avenir. Observant la posture de Qianji, elle remarqua qu'il avait effectivement gardé un atout pour ce moment. Pendant ce temps, Yu Jaxi se préparait, curieux de voir la puissance de cette technique. Concentré, Jinju commença la déduction de Tianjin. La technique révéla qu'il y avait 85% de chances que Yu Jaxu commence le combat avec une attaque basée sur la terre. Immédiatement après, Yu Jaxu utilisa la poussée de roche terreuse, forçant Tianjin à sauter rapidement de côté pour esquiver. De loin, Yu Jaxu regarda le garçon s'équilibrer au sommet d'un des rochers. Avec un sourire confiant, Tianji déclara qu'il avait déjà calculé cette attaque et qu'il ne serait donc pas touché. Impressionné par sa précision, Wu Lingen commenta les mouvements du garçon et confirma que c'était l'effet de la technique. Elle expliqua que l'œil céleste permettait à Tianji d'accéder aux pensées divines de l'ancêtre Tianji comme s'il était possédé. À cet instant, une aura puissante apparut derrière lui, révélant l'image imposante d'un esprit ancestral. Alors que la jeune guerrière se préparait à son attaque, une aura commença à entourer ses mains. Avec cela, la technique de TNG révéla que la chance d'une attaque basée sur la terre combinée aux arts martiaux était de 90%. Immédiatement après, la jeune fille chargea vers l'avant à grande vitesse en utilisant la technique de la traînée brillante pour se rapprocher de son adversaire. Sans paniquer, le garçon leva simplement la main à la position exacte indiquée par sa prémonition. Au moment où le point de l'ennemi approcha, il réussit à bloquer la frappe avec précision. Même avec le blocage, la force de l'impact a atterri directement sur son visage. Avec le coup, le jeune visionnaire a été projeté en arrière et est tombé inconscient sur le sol de l'arène. Alors que son adversaire regardait, le garçon est resté au sol, complètement vaincu. Depuis les tribunes, Wu Lingen et Tushang Xiaoyu ont crié le nom de l'étudiant, choqués par le résultat. Même blessé, le garçon était déjà de retour sur ses pieds, griffonnant dans son cahier sur la nécessité de calculer la différence de force la prochaine fois. Juste après avoir terminé ses notes, il s'est évanoui à nouveau, laissant Wu Lingen encore plus inquiet. À ce moment, l'instructeur Mei Rangxing a félicité le jeune maître pour sa victoire, tandis que Wu Lingen se demandait si son camarade allait bien. Dans les sièges supérieurs, le directeur a remarqué les progrès du combattant mais a déploré qu'il refuse toujours d'utiliser les techniques de la famille Yu. Après le combat, le vainqueur a regardé vers les instructeurs dans le ciel, puis s'est tourné pour quitter l'arène. Avec cela,
l'instructeur Mang Ransing l'a autorisé à descendre de la scène. Peu de temps après, Wu Lingen a porté son collègue sur son dos, le félicitant pour sa force et sa technique du troisième œil. Avec le visage enflé, le garçon a répondu qu'il n'avait pas besoin d'apprendre de telles choses, mais Wu Lingen regrettait d'avoir peu de talent pour cela. À ce moment, l'instructeur Mao Rangxing a annoncé que le deuxième tour serait organisé au hasard et que les étudiants appelés devraient entrer dans l'arène. Dans les sièges supérieurs, le directeur instructeur, Tuan Luong, a remis en question la décision de sélectionner des adversaires au hasard. Ailleurs, Xiaoyu craignait de ne pas pouvoir affronter Wu Lingen, mais Mei Yanli l'a rassuré. Avec un sourire, l'instructeur a révélé que Wu Lingen avait offensé plus de gens que les deux. Immédiatement après, Ma Ransing a écrasé un morceau de papier dans sa main et a annoncé que le premier match avait été décidé. Debout devant la machine de loterie, il a ouvert les feuillets pour révéler les noms des concurrents. Ainsi, le combat serait entre Wu Lingen et Xiao Ovo, qui souriait avec confiance. Cependant, Xuxang Xiaoyu et Muron Chan se sont demandé comment cela était possible si la sélection était aléatoire, mais Wu Lingen a dit qu'il n'en avait rien entendu. Aussitôt, l'instructeur lui-même, demandant comment il pouvait manipuler les résultats pour cibler de nouveaux disciples. Peu de temps après, Xiaoyu s'est avancé, affirmant qu'il croyait que l'instructeur Mei ne montrerait aucun favoritisme. Voyant l'hésitation de son rival, Tushang Xiaoyu l'a accusé d'être arrogant et d'avoir peur de se battre. Avec un regard sérieux, Wu Lingen l'a interrompu en déclarant qu'il en avait assez dit. Il a ensuite déclaré que pour entrer dans une meilleure classe, il ne pouvait pas reculer, même un peu. Alors que Miron Chan et Tushang Xiaoyu admiraient la position résolue de leurs compagnons, le visionnaire a saisi l'occasion de noter l'intérêt des deux filles dans ses notes. Avec les deux adversaires en position, l'arène s'est tue en attendant le début du combat. Avec un sourire, Shu Yuo a remarqué qu'il ne s'attendait pas à ce que son rival ait réellement le courage de se lever et de se battre. Il s'est ensuite précipité en avant, déterminé à régler à la fois les anciennes et les nouvelles rancunes à la fois, frappant le sol de l'arène avec son arme. Quelques instants plus tard, Tushang Xiaoyu s'est plaint de l'attaque surprise, mais l'instructeur Mei Rangxing a fait semblant d'avoir déjà annoncé le début du match. Irrité, la renarde a conclu que tout le monde dans l'académie semblait cibler son frère. Dans l'arène, les deux combattants ont échangé une série de coups à haute vitesse. Avec un mouvement rapide, l'agresseur a créé une image rémanente pour confondre son adversaire. Dès qu'un spectateur a crié un avertissement, Wu Lingen se tournait déjà vers la frappe de derrière. Il a ensuite donné un coup de poing rapide et a montré que Yuo a admis que la vitesse du garçon était en effet impressionnante. Immédiatement après, une explosion massive d'énergie bleue s'est propagée à travers l'arène. Sans reculer, le challenger a utilisé son propre bras pour bloquer les flammes bleues qui avançaient. Avec cela, l'adversaire a déclaré qu'il avait déjà déchiffré son style de combat et ne lui permettrait pas de s'approcher. Sentant la chaleur de l'énergie, Wu Lingen a soufflé sur sa propre main pour la refroidir. Soudain, l'expression du garçon a changé alors qu'il réalisait quelque chose d'important. Avec le cri, invoquer la technique des 3000 dragons de feu, invoquant deux créatures massives de flammes bleues. Avec cela, la température élevée des flammes a forcé son adversaire à se retirer alors qu'il réalisait qu'il ne pouvait pas bloquer la frappe avec son corps. De loin, Mei Yanli a observé la satisfaction, encourageant l'attaque à acculer son rival. Pendant ce temps, Bedi a regardé le combat, attendant que Wu Lingid révèle enfin ses techniques démoniaques. Acculé au bord de l'arène, il a vu son ennemi préparer une nouvelle frappe pour l'achever une fois pour toutes. Quelques instants plus tard, la technique des dragons jumeaux entrant dans la mer a déferlé vers Wu Lingen qui s'est préparé à l'impact imminent. Avec un cri, Wu Lingen a déclaré qu'il n'avait d'autre choix que d'utiliser toute sa force. Pendant ce temps, Marant Chan et Qianji ont regardé avec enthousiasme, impatients de voir quel mouvement il utiliserait. Avec ses mains positionnées, le jeune homme s'est préparé à exécuter l'une de ses techniques immortelles. Puis il a crié exercice de poitrine, déclenchant une vague d'énergie qui a repoussé les flammes bleues. Choqué, Zhu Yogo a protesté que ce n'était en aucun cas une technique immortelle, tandis que le challenger s'est vanté de l'avoir développée à partir de son expérience avec les entraînements. Avec cela, l'adversaire a admis qu'il avait des compétences, mais a averti que ses astuces ne s'arrêtaient pas là. Peu de temps après, l'énergie des dragons se disperse, explosant en petites flammes autour du jeune combattant. En un instant, les flammes se sont transformées en des dizaines de petites fleurs de lotus de feu. Avec l'arène couverte de flammes, Shu Yuo l'a défié d'essayer de les attraper avec ses mains. Face à une nouvelle menace, Wu Lingen a décidé qu'il devait utiliser une technique immortelle encore plus puissante. Immédiatement, il a exécuté la technique immortelle du saut côte à côte. À ce moment, Zhang Ma, qui regardait de loin, s'est demandé s'il avait appris sa technique, mais a été réprimandé par un camarade étudiant. Avec des mouvements rapides, le jeune homme a créé de multiples images rémanentes de lui-même qui se sont déplacées à travers l'arène. Le Shu Yuo, qui n'en avait aucune idée, a réalisé que son rival utilisait le flux d'air de ses mouvements pour disperser les flammes. Avec ses adversaires toujours entourés d'énergie de feu élémentaire, il s'est préparé à une frappe finale. Ainsi, Shu Yuo a invoqué la prison du confinement de roches enflammées encerclant le challenger avec du feu et de la pierre.
Pendant ce temps, Tianju et Marong Chan se sont demandé comment ils pouvaient utiliser les techniques de la Terre, et l'informateur a noté l'absence de fluctuations élémentaires. Peu de temps après, Meg Yanling s'est vanté de la technique de commutation des 5 éléments de Xiaoyuo, incitant le garçon à se plaindre qu'il inventait simplement des noms. Avec son sourire, l'adversaire a réfléchi à la façon dont les indigènes de ce monde ne comprenaient pas les principes des 5 éléments. Dans les sièges supérieurs, le directeur Yu Tangxing a ordonné à Wang Luong d'enregistrer la technique du garçon. Cependant, l'instructeur a rappelé le coût élevé des cristaux de roche spirituelle, ce qui a fait suffoquer le directeur de surprise. De retour dans l'arène, Shu Yuao s'est vanté qu'avec la connaissance des principes du monde, ses techniques avaient des variations infinies. Avec un nouveau cri, il s'est préparé à déclencher sa frappe finale. Puis le jeune homme a exécuté l'explosion de roches perçantes, faisant s'effondrer les murs de feu et de pierre sur son adversaire. Peu de temps après, les roches et les flammes se sont écrasées sur Olingan qui était piégé au centre de l'explosion. Ainsi, Tianjin et Marong Chan ont crié son nom, inquiets du résultat de l'attaque. Alors que le directeur déplorait la perte de ses pierres spirituelles, Yuan Luong a essayé d'attirer son attention. Avec une cuisse de poulet à la main, Marong Chan s'est préparé à se précipiter pour sauver Olingan, refusant de rester les bras croisés. Cependant, Tushang Shuyu l'a arrêté, insistant sur le fait qu'elle ne devait pas aggraver les problèmes de son frère. Avec une confiance totale, la renarde l'a rassuré, garantissant qu'une si petite technique ne posait aucun problème pour lui. Avec un air de supériorité, Shuyu a déclaré qu'un natif de ce monde ne pourrait jamais se comparer à lui, le destin. Soudain, le sol de l'arène a commencé à trembler et à se fissurer sous ses pieds, le laissant stupéfait par ce qui se passait. Dans les tribunes, tout le monde se demandait ce qui se passait, se demandant si c'était un tremblement de terre. Avec un sourire confiant, Tusheng Xiaoyu a simplement déclaré que son frère Lingan était vraiment invincible. Alors le sol s'est fendu vers le haut, révélant une énergie jaune intense. Bientôt, Wu Lingen a émergé des décombres en effectuant la technique immortelle du développé couché super rapide. La vue a complètement choqué Shu Yogo, se demandant comment une telle chose était possible. Avec cela, deux Shanik Xiaoyu ont expliqué que ces dalles de pierre n'étaient rien comparées à l'entraînement habituel de son frère. Au milieu des débris, le challenger a fait remarquer que le poids était encore trop léger pour lui. Irrité, Shu Yuahua a refusé de croire que quelqu'un de ce monde pouvait l'humilier. Il a ensuite déclaré qu'en tant qu'élu, il était impossible qu'il perde face à un simple inconnu. Sur ce, le jeune homme a utilisé le métal empruntant la technique de l'élan de la terre pour renforcer son arme. Peu après, il s'est préparé à déclencher le coup de foudre contre son adversaire. Dans les sièges supérieurs, le directeur déplorait que la rage ait obscurci le jugement de son petit-fils, lui faisant oublier la plus grande capacité de son adversaire. De retour dans l'arène, Wu Lingge s'est préparé à utiliser une autre de ses techniques immortelles. Alors que l'attaque descendait, le garçon a effectué l'exercice de rotation du corps avec un coup de pied rotatif. Il a frappé directement l'arme de son adversaire, la brisant en morceaux. L'impact du coup s'est reflété dans les yeux de Xiaoyu alors qu'il regardait son arme détruite. Son rival désarmé, Wu Lingen s'est retourné et a déclaré qu'il avait perdu. Dans les tribunes, Tushang Xiaoyu et Marong Chan ont acclamé sa force et sa victoire. De loin, Meng Yanli s'est énervé, se demandant comment son combattant pouvait perdre face à un garçon sans culture. La victoire assurée, le challenger a commencé à s'éloigner, laissant son ennemi derrière lui. Tombé au sol, Xiaoyu a crié, refusant d'accepter la défaite et lui ordonnant de rester où il était. Il s'est ensuite levé et a supplié Maître Dan de lui prêter de la force, déterminé à ne pas perdre de cette façon. Salut tout le monde. Avez-vous aimé l'histoire? J'ai vraiment aimé. Si vous voulez suivre la prochaine partie, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et de laisser un like. À bientôt dans la prochaine histoire, les gars.